Afrique Média. Le monde, c'est nous. Édition spéciale géopolitique internationale. Ils voulaient la guerre, ils l'ont. Que dire? Ils en auront sûrement une maintenant, disent des analystes. Opération militaire spéciale en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine est bien annoncé hier une mobilisation militaire partielle en Russie. Objectif, s'opposer à la politique agressive de l'Occident qui tente par tous les moyens de maintenir leur domination, de bloquer tout centre de développement indépendant, souverain, de continuer à imposer leur volonté aux autres pays, aux autres peuples et surtout d'implanter leurs pseudo-valeurs. Fin de citation. On en parlera tout au long de cette émission. Il a déclaré, Vladimir Poutine, que l'objectif de cet Occident est d'affaiblir, de diviser et finalement de détruire la Russie. Il a cependant mis en garde et prévenu une fois de plus l'Occident que son pays dispose de divers moyens de défense dont certains sont plus avancés que ceux de l'OTAN. Si notre intégrité est menacée, nous utiliserons bien sûr tous les moyens à notre disposition, et je dis bien tous les moyens pour défendre la Russie et notre peuple. Et ce n'est pas du bluff, a dit Vladimir Poutine. Nous aurons l'occasion de l'écouter dans cette édition de Géopolitique internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous. Afrique Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de Géopolitique internationale sur la télévision. Panafricains, ils voulaient la guerre, ils l'ont, ou du moins, ils en auront sûrement une maintenant. C'est ce que disent certains analystes, évoquant bien sûr l'allocution télévisée nationale du président russe Vladimir Poutine hier à la télévision. Il s'est exprimé en ces mots que certains qualifient déjà d'assez durs, mais il a précisé à chaque fois que ce n'était pas du bluff. Eh bien, il a prévenu l'Occident, il a mis, pour être plus exact, l'Occident en garde contre ceux qui tenteraient de détruire ou de menacer l'intégrité territoriale de la Russie. Eh bien, il a prévenu que son pays dispose des moyens beaucoup plus sophistiqués que ceux de l'OTAN. Et ce n'est pas du bluff. On y reviendra tout au long de cette émission avec nos invités dans cette édition, dans le cadre de cette édition spéciale de géopolitique internationale. Professeur François Degué, éditorialiste, président du magazine Homme d'Afrique. Gamal Abina, internationaliste que vous connaissez, et Linda Larbaoui, qu'on a le plaisir de retrouver dans cette édition. Tous les trois seront avec nous. Voilà, on peut déjà apercevoir Linda Larbaoui de l'autre côté via l'application Zoom. Bonsoir à vous, Linda. Bienvenue à cette édition spéciale de géopolitique internationale. Bonsoir à vous, à toute l'équipe d'Afrique Média, Monsieur Gamal, que je vois aussi, et puis tous nos téléspectateurs, et merci de m'avoir invité. Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct, Gamal Abina. Bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à Linda et tous les panafricains et panafricaines qui nous regardent ce soir. Merci à vous. En attendant, eh bien, on va écouter avec vous, chers analystes, avec vous également, chers téléspectateurs, on va écouter cette allocution du président russe Vladimir Poutine qui s'est exprimé hier sur les antennes de la télévision et s'est adressé au monde entier. Regardez.
Chers amis, le thème de mon intervention est la situation dans le Donbass et le déroulement de l'opération militaire spéciale visant à le libérer du régime néo-nazi qui a pris le pouvoir en Ukraine en 2014 à la suite d'un coup d'État armé. Je m'adresse aujourd'hui à vous, à tous les citoyens de notre pays, aux personnes de diverses générations, âges et nationalités, au peuple de notre grande patrie, à tous ceux qui sont unis par la grande Russie historique, aux soldats et officiers, aux volontaires qui combattent actuellement en première ligne et qui sont à des postes de combat, à nos frères et sœurs habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie et des autres secteurs libérés du régime néo-nazi. Il s'agira de mesures nécessaires et urgentes visant à protéger la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Russie, de soutenir le souhait et la volonté de nos compatriotes de déterminer eux-mêmes leur avenir et de la politique agressive d'une partie des élites occidentales qui cherchent par tous les moyens à maintenir leur domination et pour ce faire tentent de bloquer, de supprimer tous les centres de développement indépendants, souverains, afin de continuer à imposer grossièrement leur volonté à d'autres pays et peuples de répandre leurs pseudo-valeurs. Le but de cet Occident est d'affaiblir, de désunir et de détruire finalement notre pays. Ils disent déjà explicitement avoir réussi, en 1991, à désagréger l'Union soviétique et qu'il est temps maintenant pour la Russie même de se scinder en plusieurs parties et régions déchirées par des conflits meurtriers. Et ils formulent de tels plans depuis longtemps. Ils ont encouragé les gangs de terroristes internationaux dans le Caucase, poussé l'infrastructure offensive de l'OTAN tout près de nos frontières. Ils ont fait de la russophobie totale leur arme. Notamment pendant des décennies, ils ont délibérément nourri la haine envers la Russie, principalement en Ukraine, pour laquelle ils ont préparé un sort de tête de pont anti-russe, et en faisant du peuple ukrainien de la chair à canon et en le poussant à la guerre contre notre pays. C'est la guerre qu'ils ont déclenchée dès 2014, en utilisant les forces armées contre la population civile, en organisant un génocide, un blocus, en terrorisant les gens qui refusaient de reconnaître le pouvoir apparu en Ukraine à la suite du coup d'État. Et après que le régime de Kiev d'aujourd'hui a publiquement renoncé à une solution pacifique au problème du Donbass, et qui plus est, a fait connaître ses revendications en matière d'armes nucléaires, il est devenu tout à fait clair qu'une nouvelle offensive à grande échelle contre le Donbass, comme cela s'était déjà produit 2 fois auparavant, était inévitable. Et puis, tout aussi inévitablement, une attaque aurait suivi sur la Crimée russe, sur la Russie. À cet égard, la décision de mener une opération militaire préventive était absolument nécessaire et la seule chose possible. Ses principaux objectifs, la libération de tout le territoire du Donbass, étaient et restent inchangés. La République populaire de Lugansk est presque complètement débarrassée des néo-nazis. Les combats dans la République populaire de Donetsk se poursuivent. Ici, pendant 8 ans, le régime d'occupation de Kiev a créé une ligne de fortification permanente étalée en profondeur. Une attaque directe sur ces fortifications aurait entraîné de lourdes pertes. Par conséquent, nos unités militaires, ainsi que celles des républiques de Donbass, agissent de manière systématique, compétente, utilisent le matériel, épargnent les effectifs et libèrent, pas à pas, la terre du Donbass, nettoient les villes et les villages des néo-nazis, aident les personnes que le régime de Kiev a prises en otage, ayant fait d'elles un bouclier vivant. Comme vous le savez, des militaires professionnels sous contrat participent à l'opération militaire spéciale. Au coude à coude avec eux se battent des formations de volontaires. Des gens de différentes nationalités, professions, âges, de vrais patriotes. En suivant l'appel de leur cœur, ils se sont dressés pour la défense de la Russie et du Donbass. À cet égard, j'ai déjà donné instruction au gouvernement, au ministère de la Défense, de déterminer pleinement et dans les meilleurs délais le statut juridique des volontaires, ainsi que des combattants des unités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Il doit être le même que celui des militaires de carrière servant dans l'armée russe,
Cela concerne également l'assistance matérielle et médicale et les garanties sociales. Une attention particulière doit être accordée à l'organisation de l'approvisionnement matériel et équipement, aux formations de volontaires et au détachement de la milice populaire du Donbass. Au cours de l'accomplissement des principales missions de protection du Donbass, nos troupes, sur la base des plans et des décisions du ministère de la Défense et de l'état-major général, selon une stratégie d'action commune, ont libéré des néo-nazis de vastes zones des régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que d'autres secteurs. En conséquence, une longue ligne de contact s'est formée, elle s'étend sur plus de 1000 km. Il y a une chose que je veux dire publiquement, aujourd'hui, pour la première fois, c'est qu'après le début de l'opération militaire spéciale, notamment au cours des négociations à Istanbul, les représentants de Kiev réagissaient de manière très positive à nos propositions. Et ces propositions concernaient avant tout la sécurité de la Russie et nos intérêts. Or, il est évident qu'une solution pacifique ne convenait pas à l'Occident. Et alors, après que certains compromis ont été trouvés, Kiev a en fait reçu une instruction directe de s'aborder tous les accords. L'Ukraine a commencé à recevoir encore plus d'armes. Le régime de Kiev a fait intervenir de nouvelles bandes de mercenaires et de nationalistes étrangers. Des unités militaires formées conformément aux standards de l'OTAN et sous le commandement de facto de conseillers occidentaux. En même temps, le régime de répression établi à travers toute l'Ukraine contre ses propres citoyens immédiatement après le coup d'État de 2014 a été renforcé de la manière la plus sévère. La politique d'intimidation, de terreur et de violence prend des formes de plus en plus massives, effrayantes et barbares. J'aimerais le souligner. Nous savons que la plupart des personnes vivant dans les territoires libérés des néo-nazis, et ce sont avant tout les terres historiques de la Nouvelle-Russie, ne veulent pas se retrouver sous le joug du régime néo-nazi. Les gens habitant dans les régions de Zaporozhye, de Kherson, à Lugansk et à Donetsk ont vu et voient toujours les atrocités commises par les néo-nazis dans les zones occupées de la région de Kharkov. Les héritiers de Bandera et les punisseurs nazis tuent des gens, les torturent, les jettent en prison, règlent leurs comptes, massacrent et maltraitent des civils. Plus de 7,5 millions de personnes habitaient dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporozhye et de Kherson avant le début des hostilités. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de devenir réfugiés, de quitter leur foyer. Et ceux qui sont restés, environ 5 millions de personnes, sont aujourd'hui constamment la cible de tirs d'artillerie et de missiles et roquettes de la part des terroristes néo-nazis, qui frappent les hôpitaux et les écoles, organisent des attentats contre des civils. Nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun droit moral de laisser les gens qui nous sont proches en pâture au bourreau. Nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre à leur aspiration sincère à déterminer eux-mêmes leur destin. Les parlements des républiques populaires du Donbass, ainsi que les administrations militaro-civiles des régions de Kherson et de Zaporozhye, ont décidé d'organiser des référendums sur l'avenir de ces territoires et se sont adressés à nous, à la Russie, pour nous demander de soutenir cette mesure. Je tiens à souligner que nous ferons tout pour assurer la sécurité des référendums afin que les gens puissent exprimer leur volonté. Et nous soutiendrons la décision sur l'avenir que prendra la majorité des habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporozhye et de Kherson. Chers amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos forces armées opèrent sur la ligne de contact de combat qui s'étend sur plus de 1000 km. Elles se battent non seulement contre les formations néo-nazis, mais de fait à l'ensemble de la machine de guerre de l'ensemble des pays occidentaux. Dans cette situation, je crois qu'il est nécessaire de prendre la décision qui suit. Elle correspond pleinement aux menaces auxquelles nous faisons face, à savoir protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assurer la sécurité de notre peuple et des personnes sur les territoires libérés. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major général de procéder à une mobilisation en Fédération de Russie. Je le répète, il s'agit précisément d'une mobilisation partielle, c'est-à-dire que seuls les citoyens actuellement inscrits dans la réserve seront soumis à l'appel. Et surtout,
ceux qui ont servi dans les rangs des forces armées, qui ont des spécialités militaires concrètes et une expérience appropriée. Ceux qui seront appelés au service militaire suivront obligatoirement une formation militaire supplémentaire en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale avant d'être envoyés dans les unités. Le décret sur la mobilisation partielle a été signé. Conformément à la législation, les chambres de l'Assemblée fédérale, le Conseil de la Fédération et la Douma en seront officiellement informés aujourd'hui. Les activités de mobilisation seront lancées dès aujourd'hui, le 21 septembre. Je charge les autorités régionales d'apporter toute l'assistance nécessaire au travail des commissariats militaires. Je souligne en particulier que les citoyens russes appelés au service militaire par mobilisation obtiendront le statut, les paiements et toutes les garanties sociales des militaires effectuant leur service militaire par contrat. J'ajouterai que le décret sur la mobilisation partielle prévoit également des mesures supplémentaires pour la réalisation des commandes de l'État dans le domaine de la défense. Les dirigeants des entreprises de l'industrie de défense sont directement responsables de la résolution des problèmes liés à l'augmentation de la production d'armes et de matériel militaire, au renforcement des capacités de production supplémentaires. Le gouvernement, de son côté, doit résoudre immédiatement toutes les questions liées au soutien matériel, financier et en ressources des entreprises de défense. Chers amis, l'Occident a dépassé toutes les bornes dans sa politique anti-russe agressive. Nous entendons constamment des menaces contre notre pays, notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne se contentent pas de parler de projets de livrer à l'Ukraine des armes offensives à longue portée, donc des systèmes qui permettront de frapper la Crimée et d'autres régions de la Russie. De telles attaques terroristes, y compris avec l'utilisation des armes occidentales, sont déjà effectuées sur les localités frontalières des régions de Belgorod et de Koursk. L'OTAN effectue des opérations de reconnaissance dans l'ensemble du sud de la Russie en temps réel, à l'aide de systèmes de pointe, d'avions, de navires, de satellites et de drones stratégiques. Washington, Londres, Bruxelles incitent directement Kiev à transférer les hostilités sur notre territoire. Ils disent déjà ouvertement que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille, par tous les moyens, et privée ensuite de toute souveraineté politique, économique, culturelle, de toute souveraineté en général, avec le pillage total de notre pays. Le chantage nucléaire est également entré en jeu. Il s'agit non seulement des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporojie, encouragés par l'Occident, ce qui menace de provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains représentants de haut niveau des principaux pays membres de l'OTAN sur le fait qu'il est possible et admissible d'employer des armes de destruction massive, armes nucléaires, contre la Russie. Je voudrais rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de destruction qui sont pour certaines composantes plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour la protection de la Russie et de notre peuple, nous utilisons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent être assurés que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront assurées. Je le souligne encore une fois, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui essayent d'exercer sur nous un chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que le vent peut se retourner contre eux. Notre tradition historique, le destin de notre peuple, c'est d'arrêter ceux qui aspirent à une domination du monde, qui menacent de démembrer et d'asservir notre patrie, notre pays. Nous allons le faire maintenant. Et il en sera ainsi. Je crois en votre soutien. Merci beaucoup à la réalisation pour cette allocution du président russe Vladimir Poutine. Donc on vient d'écouter. On revient avec vous, chers invités. On va accueillir le professeur François Ndegwe. Je le rappelle, éditorialiste et président du magazine Hommes d'Afrique. Bonsoir à vous, professeur. Bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Merci. Je salue tous les panélistes et je salue tous les téléspectateurs.
Merci à vous, professeur. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, chers messieurs. Je vais commencer avec vous, Linda Larbaoui. Alors, de façon globale, de façon ramassée sur ce sujet, selon vous, pourquoi est-ce que le président russe Vladimir Poutine a-t-il annoncé finalement cette mobilisation partielle? Je vais d'abord expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'une opération, une mobilisation partielle, parce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi partielle et pourquoi en ce moment. En Russie, la Russie n'est pas en guerre, c'est une opération spéciale. Donc, si on annonce une mobilisation totale, c'est une déclaration de guerre et puis il y a des procédures et il faut mobiliser tout le monde, notamment les professeurs d'école, les gens qui travaillent dans les usines, tout ça. Alors qu'une opération similaire, une mobilisation partielle consiste à mobiliser juste quelques personnes pour maintenir de l'ordre ou pour aider à rétablir de l'ordre ou pour aider l'armée qui est déjà en place, une infime partie de l'armée. Sachant qu'au mois d'avril, Poutine avait remercié tous les gens qui avaient participé du 24 février jusqu'à la fin avril, et il leur a dit, vous avez bien travaillé, vous avez bien avancé, vous avez atteint l'objectif, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, on a vu les groupes de Kadyrov qui sont rentrés, et puis l'armée russe aussi est rentrée. Il reste que l'état-major, les quelques personnes qui gèrent ces opérations-là. Alors, qu'est-ce qui reste en Russie actuellement? Qui est là? C'est l'armée de Donetsk et de Lugansk. Ces deux républiques assurent leur propre sécurité avec un commandement russe. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appelé les groupes Wagner. C'est eux qui sont là pour le moment. Donc là, on va rentrer dans une étape pour un référendum qui était prévu pour le 11 septembre. J'ai suivi ça de très près. Et quelques jours avant le 11 septembre, ou peut-être une dizaine de jours avant, le Douma n'était pas d'accord pour cette date parce que ça correspondait au 11 septembre des Américains. Donc, ils ont reculé un peu. Et pour le moment, ce que Poutine recherche et ce que la Russie recherche, c'est un référendum pour annexer les 4 régions. Donc, il y a le Donetsk, il y a Lugansk, il y a Kherson et Zaporozhia. C'est ça que la Russie cherche pour le moment. Et à partir du moment où ce référendum se fera, les gens se prononceront, et ben, ça sera des territoires sous la protection russe. Donc, la Russie pourra éventuellement s'étendre et l'armée pourra rentrer en jeu sans annoncer qu'ils sont en état de guerre. Mais il y a toute la difficulté de ce qui se passe actuellement et l'implication de l'OTAN et des États-Unis. Alors, quand on entend le discours de Poutine qui n'a jamais menacé avec l'arme nucléaire, jusqu'à présent, il n'en a pas parlé, c'est plutôt les pays de l'OTAN qui en ont parlé. Et je rappelle qu'au mois d'octobre, je vous avais signalé 2 fois sur deux de mes interventions, je vous ai dit, il y a les 2 ministres femmes là, allemandes qui ont appelé à utiliser l'arme nucléaire contre la Russie. Déjà, c'est les Allemands qui ont commencé. Et puis après, ça, c'est les Anglais qui ont suivi. Donc, Poutine n'a jamais menacé d'utiliser l'arme nucléaire. C'est encore une propagande de l'Occident. Et Poutine, tout ce qu'il veut, c'est assurer la protection des civils qu'il y a dans ces 4 régions. Il y a les 2 régions russes, à 100% russes, ce sont des anciens territoires russes. Et puis les 2 autres régions, parce que les gens sont des... ils sont plus pour la Russie que pour être ukrainiens et pour assurer aussi comme une région tampon entre les territoires russe et ce qui restera de l'Ukraine. C'est tout simplement ça. Mais j'espère que j'ai bien expliqué ce que c'est que cette opération spéciale, cette mobilisation partielle, parce que je remarque vraiment que
on est perdu, il y a beaucoup de gens qui sont perdus et on croit à la dernière propagande où on disait que les Russes étaient en train de perdre du terrain alors que c'est complètement faux et que l'armée russe était en train de perdre, c'est encore faux parce que l'armée russe n'est même plus présente dans ces régions-là. C'est plutôt ce que je viens de dire, Wagner qui est là et puis il y a aussi les forces de Donetsk et le Lugansk qui sont là. D'avoir expliqué pour nous ce que signifie véritablement cette notion de mobilisation partielle décrétée donc par le président Vladimir Poutine hier en direct. Alors très rapidement, je vous passe la parole à vous, professeur François Ndengue. On va revenir pas à pas sur ces déclarations du président Vladimir Poutine pour tenter de les comprendre de façon explicite, pour tenter de les assimiler. Mais avant, j'aimerais tout de même vous poser une question à la suite de cette allocution du président Vladimir Poutine. On a pu constater, on a pu lire à travers notamment certains médias occidentaux que plusieurs analystes là-bas ont qualifié dans la foulée les menaces du président Vladimir Poutine, entre guillemets. Ils ont dit que l'appel à la mobilisation partielle du président Vladimir Poutine sont des menaces fantômes, qu'il s'agit de menaces fantômes. Alors pourquoi, selon vous, de tels qualificatifs? Je vous remercie pour votre question. Je dois d'abord, et je remercie vraiment votre chaîne, parce que le travail que vous faites d'information à un moment aussi important dans l'histoire de l'humanité, essayer d'éclairer les Africains, c'est vraiment capital. Parce que les Africains sont depuis plusieurs siècles, et depuis la soi-disant indépendance, ils sont inondés de la propagande, des médias, soit dit ici. Donc, puisqu'ils sont noyés dans ces médias, ils sont les médias que vous connaissez, hein, ils sont vos concurrents, et qui se révèlent aujourd'hui être vraiment, et là Poutine a raison, des médias de mensonges. Et pourquoi des médias de mensonges? Je ne dis pas cela par rancœur, parce que les faits sont là. Des médias qui ne veulent pas vous faire rendre une histoire intelligible. Ils ne vous racontent pas l'histoire de sorte qu'elle soit intelligible. Et le travail que vous faites, surtout à un moment comme celui-ci, où on ne sait pas, le monde est peut-être à la veille d'une guerre nucléaire. Et les mensonges répétés depuis des siècles, depuis des décennies, par ces mêmes médias, que ce soit RFI, je suis obligé de les nommer, excusez-moi, que ce soit RFI, France 24, CNN, Voice of America, qui inondent l'Afrique et qui surtout n'acceptent pas la concurrence. Parce que vous voyez, quand on est sûr de soi, on n'a pas peur de la concurrence. Et ce sont ces médias qui chaque jour citent Voltaire en disant je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à tout faire pour que vous vous exprimiez. Ce sont des médias des pays soi-disant démocratiques qui doivent laisser tous les points de vue s'exprimer. Mais c'est ça, vous verrez, ils ont supprimé tout de suite les médias qui n'expriment pas le point de vue comme le leur. Et même à l'intérieur, c'est extrêmement difficile de s'exprimer. On vous taxe de tous les noms et vous êtes accusé. Alors, je reviens sur ce discours pour vous remercier une fois encore de le passer. Pas parce que je soutiens M. Poutine, mais parce que c'est un discours d'une importance cruciale qui portera surtout probablement un discours de nature historique. Je peux commenter pendant 1 heure chaque paragraphe de ce discours. Vous m'avez posé la question par rapport aux médias étrangers et qui disent, soi-disant, que M. Poutine lance la menace nucléaire. C'est archi faux, excusez-moi, c'est archi faux. Le premier qui a lancé la menace nucléaire, c'est le président des États-Unis d'Amérique. En avril dernier, le président des États-Unis d'Amérique a changé la politique nucléaire américaine en annonçant officiellement qu'ils étaient prêts à faire la première frappe nucléaire. Ça, c'est nouveau. Les Russes n'ont jamais pris une décision dans la doctrine nucléaire russe. Il n'est jamais question de faire la première frappe. Mais le président des États-Unis a annoncé, et c'était un changement, même le président Trump n'était pas sur cette ligne jusque-là, mais
le premier qui a lancé officiellement comme politique, comme nouvelle doctrine militaire américaine, c'est le président Joe Biden, qui a annoncé en avril, et ça s'est passé sous silence, personne n'en a parlé. Donc désormais, les Américains se sont donné le droit, s'ils le jugent nécessaire, de lancer la bombe atomique. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. N'oubliez pas c'est le seul pays qui a lancé 2 bombes nucléaires sur 2 populations dans un pays qui était déjà vaincu. Ce n'était pas nécessaire, mais ça, c'est un débat d'historiens. Et ils ont déjà montré qu'ils peuvent le faire et ils pourront le faire. Moi, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est de comprendre la continuité qu'il y a dans le discours du président Poutine. C'est de comprendre la logique qu'il y a et d'essayer de sauver des vies humaines. Quel est l'objet de cela? Et je remercie notre collègue qui a commencé à expliquer la différence qu'il y avait entre cette mobilisation très partielle. Quand les Russes disent que c'est l'opération militaire spéciale, ce n'est pas de la propagande. C'est parce que c'est exactement cela. Les Russes n'ont pas mobilisé. Et même quand ils auront mobilisé comme, à partir du 21 d'hier, comme il l'a dit, ce sera probablement 1,4 ou 1,5% de la capacité de mobilisation militaire de la Russie. Et rappelez-vous qu'il y a quelque temps, le président Poutine avait dit « Vous n'avez encore rien vu ». Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Et je dois réexpliquer, si vous permettez. Jusqu'ici, donc, et c'est ceux qui vous racontent une histoire et qui refusent de voir la genèse de l'histoire, sachez que ce sont des menteurs et ce sont des hypocrites. Tout le monde fait comme si toute cette histoire avait commencé le 24 février, ce qui n'est évidemment pas le cas. Des populations étaient marginalisées, bombardées depuis plus de 8 ans. Des populations sur la frontière russe qui ont des rapports avec la Russie. Le président russe, vraiment, on pourrait lui donner le prix Nobel de la patience. Il aurait pu, cette opération d'aujourd'hui qu'il a commencé, il aurait pu la lancer il y a 8 ans, il ne l'a pas fait. Et il y avait déjà eu un référendum à ce moment. Mais je crois qu'il a pensé que les dirigeants de l'Occident, enfin, vraiment, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas le temps d'expliquer mon nouveau concept de Yankee, mais on utilise ce mot bateau, mais ce n'est pas du tout l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique avec ses vassaux. C'est comme ça qu'il faut parler. Et avec tous les intérêts américains, que ces vassals soient européens ou japonais ou même canadiens. Mais en tout cas, donc, le président Poutine avait en face de lui, dès 2014, il aurait pu faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il ne l'a pas fait parce qu'il a donné le temps à des négociations. Et vous savez qu'il y a eu un coup d'État organisé par les Américains pour renverser un gouvernement qui était élu. Et ce coup d'État est immédiatement transformé en une entreprise anti-russe. Les Américains ont mis un gouvernement fantoche en Ukraine qu'ils ont utilisé pour attaquer la Russie et ils ne s'en cachaient pas d'ailleurs. Les Russes ont patienté. Pendant 8 ans, j'ai les chiffres des Nations Unies ici, les Ukrainiens ont bombardé une partie de leur population. On parle de près de 15 000 morts de 2014 à aujourd'hui. Personne n'en a parlé parce que c'est des populations d'origine ou à majorité russophone qu'on tuait. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs, nous sommes des Arabes et nous savons ce que c'est que le racisme. Nous ne pouvons pas accepter le racisme anti-russe qui est porté. Le président Poutine a dit que c'est des limites. J'ai des amis russes, que ce soit en Suisse même, où par simple nom, à des attaques et même leurs comptes bancaires, ils ont des problèmes alors qu'ils y sont dans les banques depuis plus de 30 ans. Donc, devant ces médias, il y a eu un génocide. Quand le président Poutine parle de génocide, il ne ment pas. Et les médias qui nous arrosent de mensonges et de propagande, les médias de mensonges qui continuent et qui malheureusement ont la main dominante dans l'ensemble des concitoyens et des Africains, n'ont rien dit de tout cela. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a patienté.
Et il a patienté 8 ans. Et sa dernière démarche, rappelez-vous, c'était en décembre 2021. Il a envoyé une lettre avec des propositions de paix. Et il a envoyé, et vous savez, la réponse américaine, c'était une réponse que les Américains ont demandé à Poutine de ne pas publier. Moi, je suis un chercheur. Je suis en train de travailler pour savoir quel était le contenu de la proposition du président Poutine et quel était le contenu de la réponse américaine. Tant que vous n'avez pas tous ces éléments, ne vous laissez pas avoir. Le président Poutine a patienté et à un moment donné, je repasse sur les accords de Minsk dont on ne parle pas, et à un moment donné, il ne pouvait pas laisser les gens continuer à mourir. Surtout que maintenant, nous en savons plus. Il y a un Suisse qui s'appelle Jacques Beau qui vient de sortir un livre là-dessus. Et il montre qu'effectivement, les Ukrainiens, c'est un État fantôme, ce n'est plus un État. Ils sont pilotés par les Américains, ils sont pilotés par les Européens qui en veulent à la Russie. Et l'une des raisons, d'après le livre de Jacques Beau, c'est qu'ils étaient en train de préparer une opération militaire pour attaquer la Russie. Et je suis sûr que la Russie a lancé cette opération militaire de façon précipitée. Parce que si les Russes savaient qu'ils allaient lancer l'opération militaire, ils n'auraient pas laissé leurs avoirs de banque centrale dans les banques américaines. Ils auraient eu le temps européennes. Ils auraient retiré tout cela parce qu'ils s'attendaient à ça. Et c'est ce qui fait penser que le livre de M. Beau dit la vérité. C'est que les Russes n'ont pas pris toutes les précautions avant cette attaque. Je vais terminer en disant un dernier mot. Je vous dis que je suis capable de commenter pendant des heures chaque paragraphe de ce discours capital dans l'histoire de l'humanité du président Poutine. Je vais m'arrêter à sa conclusion et le dernier paragraphe de sa conclusion. J'ai sorti le texte sur le site de la présidence russe, donc malheureusement c'est un texte en anglais, mais voici l'esprit. Il dit que c'est la tradition historique et la destinée de la nation russe de s'opposer à tous ceux qui veulent avoir une demande. Encore, il dit la vérité. Étudier l'histoire de la Russie. La Russie a protégé l'Europe, toute l'Europe, de l'invasion mongole. Regardez l'histoire contemporaine. Pour ne prendre voilà, professeur François Ndengwe, la connexion qui est un tout petit peu instable à présent seulement. On va vous reprendre d'ici là, restez avec nous, Gamal Abina. Alors, on a entendu dans ce discours le président Vladimir Poutine dire que l'Occident a dépassé toutes les bornes. Alors, on va décrypter tout au long de l'émission le sens même de cette allocution du président Vladimir Poutine. Et on va tenter d'aller au niveau des paragraphes, des phrases phares, des contenus majeurs. Mais avant, la question que j'aimerais vous poser, Gamal Abina, c'est de savoir... alors, lorsque le président Poutine fait de telles déclarations, c'était hier, le 21 septembre, alors que se déroulent aussi les débats au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, selon vous, est-ce que c'est un hasard ou alors une coïncidence un hasard de calendrier simplement, ou alors une simple coïncidence? Gamal, est-ce que vous m'entendez? Si oui, activez votre micro. Je disais donc, je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence. Je pense qu'il a fait coïncider son discours à la suite, effectivement, d'une bataille perdue dans la région ukrainienne, parce qu'effectivement, il y a eu une contre-offensive qui était inattendue. Ça fait 6 mois que les Russes ne font que remporter des victoires. Et là, ils ont obtenu effectivement une contre-offensive ukrainienne qui a conduit à la perte quand même de 10 000 soldats ukrainiens à peu près. Donc, dans cette guerre, car ça reste une guerre malgré tout, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un rapport de force entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie, la Chine et d'autres pays qui se rallient à cette cause, et puis l'Occident qui résiste. Un Occident qui a toujours été dominant pendant 400 ans, qui était sorti de ses frontières, un Occident d'État
thalassocratie qui ont investi les mers et donc conquis les territoires, qui ont massacré des millions d'individus pour cela, qui ont volé, pillé, violé. Et aujourd'hui, cet Occident, qui se trouve avoir toujours été dominant pendant 400 ans sur le plan technologique, commence à voir que les pays qui étaient en retard technologique ou peut-être dominés simplement ont rattrapé leur retard. Et donc, ce rapport de force qu'ils se croyaient éternellement les maîtres du monde a basculé. Alors maintenant, ce qui se passe en Ukraine est le marqueur de cette confrontation directe. Ça fait longtemps qu'on cherche les Russes sur plusieurs théâtres d'opération. D'ailleurs, je tiens à rappeler quand même, c'est intéressant, qu'on attaque beaucoup les Russes sur la question ukrainienne, mais bizarrement, là, ils sont intervenus dans le Haut-Karabakh contre les Turcs par rapport à l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, cette fois-ci, les Russes sont côté arménien. Et bizarrement, ça ne choque personne que les Russes interviennent contre la Turquie au Haut-Karabakh. Parce que là, effectivement, ça les arrange. C'est un État chrétien, l'Arménie, qui est plutôt favorable à l'Occident. Donc là, de ce côté-ci, pas de critique formulée. Ça a été fait il y a 4 jours. Mais par contre, quand ils attaquent évidemment l'Ukraine, qui est plutôt pro-occidentale, pour les dirigeants du moins, ça pose problème. Donc, ce discours coïncide parfaitement avec ces fameuses prises de parole à l'ONU, tonitruantes de plusieurs chefs d'État. Mais surtout, c'est un discours qui fait suite à une défaite, il faut être clair, hein, une bataille qui a été perdue. Alors, la bataille n'étant pas la guerre, évidemment, on nous fait croire maintenant que l'ex-URSS, la Russie, donc, est en train de s'effondrer. C'est complètement ridicule. Par contre, ce qu'il faut noter dans ce discours, qui est un discours réellement de réponse à des propositions va-t-en-guerre qui sont formulées depuis des mois par rapport à la partie occidentale, eh bien, Poutine leur a dit, puisque vous avez équipé de façon très graduelle et de façon très massive l'Ukraine et qu'effectivement, ils ont obtenu une victoire tactique sur le terrain, sur des territoires qui sont quasiment inhabités, il ne faut pas le perdre de vue. Ils n'ont pas touché au Donbass, évidemment, ils n'ont obtenu qu'une victoire sur les territoires ukrainiens non revendiqués par les Russes. Eh bien, il leur a dit, puisque vous jouez cette carte-là, on va jouer la carte de la surenchère. Il y a à peu près 250 000 hommes qui sont engagés sur le théâtre d'opération. Ces 250 000 hommes ont dû faire face, il y a eu un rapport de 1 pour 8 à quasiment entre 300 000 et 500 000 Ukrainiens, semble-t-il. Ça a tué beaucoup d'Ukrainiens, malheureusement, puisque c'est une guerre qui tue des hommes, il ne faut pas le perdre de vue. Mais ces 250 000 hommes vont être renforcés avec les réservistes de 300 000 hommes. Donc on passe d'une opération militaire qui était quand même limitée sur le territoire ukrainien à une opération massive cette fois-ci. Quand on arrive avec plus d'un demi-million de personnes sur le terrain, c'est qu'on rentre dans une guerre lourde, une guerre massive. Et je pense que Poutine n'a pas supporté de voir que depuis 6 mois, il n'a remporté que des victoires et qu'il y a une bataille qui a été perdue. C'est indiscutable là-dessus. Donc, il n'a pas supporté cela et il va faire payer très cher la partie ukrainienne. Après, le sous-jacent, c'est un rapport de force qui va s'établir entre les Russes et les Ukrainiens, avec l'Occident derrière, pour leur dire il va y avoir vraiment une énorme réponse de la part des Russes. On l'attendait, ce n'est pas une surprise. Cette réponse va être violente, va être radicale, ferme, mais va conduire certainement Zelensky, s'il se met enfin à réfléchir, à se dire qu'il a en face de lui quand même la première puissance militaire mondiale et qu'il va falloir peut-être lever un peu le pied et puis discuter. Revenir sur les accords peut-être de Minsk à minima et essayer de réduire au maximum les pertes de territoire qu'il a encaissées. L'Ukraine a perdu une grande partie de son territoire, 20%, parce qu'ils se sont entêtés à ne pas vouloir faire une fédération et à en vouloir à la minorité russophone, donc russe. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'Occident pousse les Ukrainiens à mourir jusqu'au dernier Ukrainien, ça a été déjà évoqué. Et c'est inadmissible d'ailleurs, parce que c'est quand même les Ukrainiens qui souffrent dans l'histoire. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une défaite consommée et une négociation obligatoire avec le grand frère russe qui finira par effectivement remporter la mise. Donc aujourd'hui, le rapport de force s'est établi. Donc la réponse de Poutine par rapport à ces fameuses... Alors, il faut utiliser le terme exact. Là. Poutine parle de réponse nucléaire à des menaces nucléaires tactiques. Alors, il faut vraiment traduire. Une menace nucléaire tactique, c'est les mini-bombes atomiques. Les premiers et les seuls à avoir utilisé dans l'histoire de l'humanité de façon barbare la bombe atomique, ce sont les Américains. Et par 2 fois, et de façon criminelle. Une première fois à Hiroshima, le Japonais s'était déjà rendu, il faut le savoir, les gens ne savent pas que les Japonais s'étaient déjà rendus. Et une seconde fois, 3 jours plus tard, à Nagasaki. Ils ont tué uniquement des civils, il n'y avait pas d'objectif militaire, juste pour montrer aux Russes qu'ils étaient les plus forts. Le Japon était déjà défait, il ne pouvait plus résister. C'est donc pour faire peur aux Russes qu'ils ont fait cela. Et donc, c'est les seuls qui ont utilisé la bombe atomique. C'est un crime qui n'a jamais été puni. La barbarie américaine est établie. Et maintenant, ils avaient envisagé par la suite de bombarder l'Irak avec des bombes nucléaires tactiques, des petites bombes atomiques. Les Russes le savent parfaitement et ont prévenu les Américains que s'ils jouaient la carte des bombes nucléaires tactiques, il y aurait une réponse qui serait disproportionnée. C'est logique, quand on vous menace, vous répondez par une menace. Mais aujourd'hui, je ne crois pas tellement à ces menaces et intimidations. Je pense que les Russes ont remis les pieds dans le plat, leur ont expliqué on arrête de jouer là, on va renforcer nos troupes sur le terrain et vous allez voir ce qui va se passer. Je m'attends vraiment, malheureusement, moi je ne suis pas un partisan de la guerre, hein,
mais avec l'accroissement des effectifs à une guerre qui risque d'être de plus en plus radicale. Il risque d'y avoir beaucoup de morts, beaucoup de destruction, et une Ukraine qui, une fois qu'elle sera à genoux, finira par négocier. Quant à l'Occident, qui se comporte comme des criminels comme toujours, qui font des guerres par proxy, des guerres par destination, des guerres par État interposé, eh bien l'Occident a une très lourde responsabilité pour avoir poussé l'Ukraine à une guerre inutile, alors qu'ils auraient dû les pousser à la négociation. Je le dis et le répète sur tous les plateaux, où que j'aille, quelles que soient les radios-TV européennes ou africaines ou autres, je dis systématiquement qu'il faut tout faire pour arrêter ce bain de sang inutile. L'Ukraine n'a aucune chance de victoire, le peuple ukrainien va souffrir inutilement, et à la fin de toute façon, les Russes resteront et ne partiront pas, et les Ukrainiens auront perdu non seulement leur vie, leur territoire, leur richesse, et seront endettés à vie. Donc il faut vraiment commencer à envisager une négociation et sortir de cette violence, parce qu'elle va être très violente. Les Russes ne rigolent pas. Quand ils sont insultés, c'était une insulte qui a été faite à la Russie. La réponse est très radicale et violente. Ce n'est pas des gens qui sont là pour négocier. On se souvient, lorsque les nazis nous ont attaqués, qu'ils ont liquidé 1/10 de l'Allemagne. Il y a 1/10 des Allemands qui ont été tués parce que les Russes leur ont fait payer très cher les 26 millions de Russes qui avaient été tués, donc 10 millions d'Allemands sont morts. Et bien là, je vous dis franchement, si les Russes commencent à porter vraiment une frappe forte sur l'Ukraine, ça risque d'être un bain de sang. Donc c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir en termes des rapports humains et de se dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine doit négocier une fin de conflit, doit venir sur la table de négociation, doit écouter les Turcs qui proposent ces négociations et sortir de cette logique de confrontation inutile qui ne fait que tuer des soldats ukrainiens et des populations civiles inutilement. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Et bien avant de vous repasser la parole, professeur, je me retourne vers vous, Linda Larbaoui. Alors, Linda Larbaoui, on a entendu tout à l'heure le professeur dire par exemple que le président Poutine est l'un des hommes les plus patients, l'un des chefs d'État, des dirigeants du monde les plus patients. Il pourrait d'ailleurs avoir le prix Nobel de la patience. Peu de fois il menace, on a dit, on le reconnaît d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, c'est l'Occident qui menace constamment. Seulement dans ce discours hier, le président Poutine a dit, je le cite très rapidement, il a dit « Le chantage nucléaire a été également déployé, nous ne parlons pas seulement de bombardements encouragés par l'Occident de la centrale nucléaire qui menace de provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains hauts représentants des États de l'OTAN sur la possibilité et l'admissibilité d'utiliser des armes de destruction massive, des armes nucléaires contre la Russie. » Il a donc dit « Je voudrais rappeler à ceux qui font de telles déclarations sur la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de défense dont certains sont beaucoup plus avancés que ceux de l'OTAN. » Il a dit donc, si notre intégrité est menacée, nous utiliserons bien sûr tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple. Il a précisé, et ce n'est pas un bluff. Alors, Linda Larbaoui, la question que j'aimerais vous poser, c'est lorsque le président Vladimir Poutine le dit avec insistance, et ce n'est pas un bluff, comment le comprendre exactement, alors que de l'autre côté, on a certains médias occidentaux qui ont qualifié aussitôt les menaces du président Poutine comme des menaces fantômes? Vous savez, au début de cette opération spéciale, lors de mes premières interventions, je me souviens très bien, j'avais dit, au moment où l'hégémonie anglaise a commencé à disparaître, ça s'est fait en douceur. La France, pareil, au moment où son hégémonie a commencé à disparaître, pareil. On l'a vu aussi en 1991, quand l'Union soviétique a disparu. Ça s'est fait aussi en douceur. Ils ont réglé leurs comptes tranquillement avec la réunification du Yémen, avec la réunification de l'Allemagne, en libérant les républiques qui voulaient être indépendantes. Mais j'avais dit, et c'était très important à l'époque, j'ai dit les Américains n'accepteront pas de partager le pouvoir dans ce monde avec une autre force, alors que là, il y a plusieurs forces. Ils vont vouloir garder leur hégémonie et ils vont être comme le lion blessé. Plus on va aller vers la fin du règne américain, et plus ils vont être dangereux. C'est les Américains qui sont dangereux pour ce monde, ce n'est pas M. Poutine, c'est clair. Donc, quand il répond de cette manière-là, la semaine dernière, il y a eu des essais avec Sarmat 2. On disait qu'il n'était pas au point, mais je vous assure que j'ai vu des vidéos, c'est surprenant. Et depuis la semaine dernière, justement, au niveau des
de tous les journaux spécialisés dans l'armement, tout ça, c'est la panique générale. Et c'est cette panique qui pousse les Américains à vouloir encore davantage, à faire des menaces à la Russie. Et la Russie pourra répondre. La Russie actuellement, avec ce qu'elle possède comme armement, peut noyer le Royaume-Uni sans utiliser le nucléaire. Monsieur Poutine, quand il parle de l'usine qu'il y a à Zaporizhzhia, eh ben c'est les Ukrainiens qui bombardaient. Et on a accusé la Russie, mais depuis que la délégation des Nations Unies est allée là-bas, on n'entend plus parler. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait une propagande comme quoi c'était les Russes qui bombardaient. Et une fois qu'il s'est avéré, preuve à l'appui avec bien sûr l'intervention de cette équipe des Nations Unies, eh ben, on a pu établir que ce n'étaient pas les Russes qui se bombardaient eux-mêmes, mais plutôt les Ukrainiens. Là, on n'entend plus parler. Cette usine, déjà, c'est une bombe nucléaire. C'est une bombe. Elle peut faire une catastrophe pire que Tchernobyl, puisqu'elle est 3 fois plus grande que Tchernobyl. Donc, on comprend déjà la gravité des choses. Les Russes se sont attaqués, mais il le dit, Monsieur Poutine. Mais j'invite tout le monde à réécouter le tout premier discours où il remonte jusqu'à Lénine, jusqu'à la Russie des tsars. Donc les attaques se succèdent depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on arrive à un point où il le dit, Monsieur Poutine, dans ce discours, son premier discours, où la Russie est là, où il n'y a plus de monde, parce qu'il y a cette agression des pays occidentaux au-dessus de leur tête des Américains. Vous faites comme on vous dit, sinon ça ne va pas, on vous bombarde. Quand on entend le discours de Biden aux Nations Unies. Et je vais revenir là-dessus, mais d'abord, je vais quand même signaler une chose. Monsieur Poutine, le discours de Monsieur Poutine était attendu la veille. Et puis, on l'a eu hier matin, 2 heures avant l'intervention de Biden. Je pense déjà que ça a été fait exprès. Et d'après les gens qui étaient là-bas aux Nations Unies, Biden a changé son discours par rapport à ce qui avait été dit par Poutine. Donc, il a provoqué déjà une panique. Quand on entend Biden, il parle de la Syrie, il parle de ce qui se passe dans les pays arabes, mais on dirait que c'est les Russes qui ont fait tous ces massacres. Il oublie peut-être que c'est les États-Unis qui ont agressé tout le monde. Il parle aussi des talibans. On dirait que Al-Qaïda et les talibans, c'est les Russes qui les ont créés. Donc, ils continuent dans cette agression, dans cette propagande, dans ces mensonges. Mais là, quand on écoute bien tous les discours qu'il y a eu, même le chinois, il a fait un discours assez important. Et bien, quand on écoute tout ça, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Biden, en ce moment, il cherche l'appui des pays africains, il cherche l'appui des pays arabes. Ils savent très bien qu'ils ont perdu cette guerre. Ils l'ont perdue parce que la Russie n'a jamais attaqué personne, n'a jamais agressé personne. Si Bachar el-Assad est toujours en Syrie, si la Syrie est toujours intacte malgré toute cette guerre et toute cette catastrophe, c'est grâce à Poutine. Si le Yémen est encore là, malgré la misère et malgré les enfants qui meurent tous les jours, chaque minute, il y a un enfant qui meurt. C'est les Américains, c'est pas les Russes. Mais s'ils arrivent quand même à manger un peu, c'est grâce à la Russie. Donc, le discours des Américains ne tient pas. Monsieur Poutine ne fait que rappeler au monde qu'eux aussi, ils se font agresser par cet Occident néocolonial et impérialiste jusqu'au bout. Mais je dirais une chose, qu'en ce moment, ils essayent d'impliquer l'Europe et ils continuent à impliquer l'Europe dans cette guerre, mais ça ne sera pas jusqu'aux derniers Ukrainiens, ça sera jusqu'aux derniers Européens, parce que les Européens, en ce moment,
quand on voit qu'on ne peut plus se chauffer, qu'on ne peut plus manger convenablement, même quand on travaille très dur, qu'on ne peut plus se loger, et ben, tout ça, c'est Biden et les États-Unis. Après, je vais terminer par une chose qui est aussi importante, c'est que là, au niveau du dollar, ils ont encore augmenté leur, comme on appelle ça, les intérêts. Donc, il va y avoir encore une autre inflation à celle qu'on a eue le mois dernier et ainsi de suite. Donc, l'euro d'aujourd'hui ne valera plus 1 euro. Hein, il valera beaucoup moins parce que tout est rattaché au dollar. Et c'est ce que M. Poutine essaye de faire, cette guerre au dollar qui affame tout le monde, qui appauvrit tout le monde. Et ça permet aux Américains de s'armer et d'armer leurs alliés pour détruire les pays qui ne veulent pas s'aligner, qui ne veulent pas leur dire amen à tout ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas plus dangereux que les États-Unis. Et puis, la Russie est bien consciente, quand je dis la Russie, parce que 99% du peuple russe est derrière son président, sachant qu'au mois d'avril, l'équipe qui rentre là, qui est mobilisée au mois d'avril, Poutine avait appelé à des volontaires et ces volontaires rentrent en action maintenant avec cette opération. Et je vais vous donner une autre nouvelle, c'est qu'au mois de juillet, ils ont encore appelé des volontaires qui rentreront en opération à partir la fin de l'hiver prochain, voire le début du printemps. Donc, M. Poutine ne compte pas s'arrêter, il ne veut pas négocier. Ce qui s'est passé à Kherson, c'était un retrait, ce n'était pas une défaite. Et il compte déjà au mois de mars-avril être encore en Ukraine à se battre pour en finir avec le dollar et les Américains. Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va poursuivre ce débat. Alors tout à l'heure, professeur François Ndego disait que tout le monde fait comme si cette histoire avait commencé ou a commencé le 24 février dernier. Pourtant, ce n'est pas vrai. Alors à ce propos, je vous propose d'écouter très rapidement, mais alors en 30 secondes seulement, un extrait du discours du président Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est revenu sur cette question, mais en 30 secondes seulement avec le concours de la réalisation. Il a précisé, il a dit Emmanuel Macron le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion notre sécurité collective. Alors on regarde et puis on revient très rapidement avec vous, professeur Ndego. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion notre sécurité collective. Elle a délibérément violé la Charte des Nations Unies et le principe d'égalité souveraine des États. Dès le 16 mars, la Cour internationale de justice a déclaré l'agression russe illégale et a exigé le retrait de la Russie. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion, aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. J'entends nombre de débats, j'ai entendu nombre de prises de parole. Il est une chose sûre et certaine. Au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait. Et nous devons tous le regarder. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie, permanente, où la souveraineté et la sécurité de chacun ne dépendent plus que de rapports de force, de taille des armées, de la solidité des alliances ou des intentions des groupes armés et des milices. Où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire
Et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix, la recherche de la paix. Je remercie la réalisation pour cet élément, voilà, cet extrait du discours du président Emmanuel Macron. Alors, professeur François Ndengue, vous l'avez également entendu, la date du 24 février revient à chaque fois. Le président Emmanuel Macron, par exemple, le réitère à chaque fois. Cependant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que certains analystes comme vous, certains chercheurs estiment que les États-Unis, ou tout au moins l'Occident dans sa globalité, a soigneusement préparé l'Ukraine à un affrontement avec la Russie. Et aujourd'hui, ils font mine d'être un peu surpris par le résultat avec tous les discours qu'on entend ça et là. Alors, comment est-ce que vous analysez ces propos du président Emmanuel Macron, qui, d'une certaine façon également, il faut le préciser, même si c'est un autre débat, a, d'une certaine façon, aux Nations Unies, dit que les Africains se laissaient manipuler par les puissances multipolaires? Vraiment, je respecte beaucoup le peuple français. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je pensais même que le projet de l'Union européenne, et je l'ai dit d'ailleurs ici, le projet de l'Union européenne est un bon projet, c'est un bon projet de civilisation. Il était intéressant que les Européens s'unissent. N'oubliez pas que le projet de l'Union européenne, c'était un projet pour la paix en Europe. Mais je regrette, je suis obligé de dire, même si ça peut paraître choquant, que M. Macron est un menteur. Et vous savez qu'on peut mentir par omission, et c'est justement le mensonge par omission qui essaie de cacher par des effets de manche. Mais de qui se moque-t-on? Au moment où je vous parle, l'armée américaine est en Syrie, occupe la Syrie. Le gouvernement syrien n'a pas demandé cela. Et depuis des années, l'armée américaine exploite le pétrole des Syriens et vole le pétrole des Syriens. Pourquoi est-ce que le président Poutine a parlé de l'empire du mensonge? Mais nous, en tant qu'Africains, vraiment, je crois que nous pouvons ajouter plus que cela. Et je suis, en tant que chercheur, en train de revoir tous les livres d'histoire parce que c'est avoir dans l'enseignement. Et pas comme dit le président Poutine à l'empire du mensonge. Je les caractérise par cette chose. C'est l'empire du mensonge, du génocide, du pillage. Et ce sont des tricheurs en plus. Et ce sont des couards parce qu'ils ne s'attaquent pas frontalement. Il fallait s'attaquer frontalement à Poutine. Le président Macron est un menteur quand il dit que la France ne peut pas cautionner cela. La France a annexé Mayotte. Mayotte, c'est un territoire des Comores. Et c'est là où on s'étonne que les Africains, l'Union africaine ne réagisse pas. Qu'est-ce qui se passe? La France a annexé les Comores. À la limite encore, l'Ukraine, c'est à côté de la Russie. Mais Mayotte, c'est à des centaines, des milliers de kilomètres. Pourquoi cette hypocrisie? Et pourquoi les Africains ne lèvent pas cela? Je vais aller plus loin. Vous connaissez peut-être l'histoire des îles Chagos. À l'heure où nous sommes, dans les années, en 1965, quand l'île Maurice devait être indépendante, une partie de l'île, l'Angleterre a refusé d'accorder une partie de l'île. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes en Côte d'Ivoire ou vous êtes en Algérie, au moment où les Français partent, ils découpent une partie du territoire et ils disent qu'ils ne lui accordent pas l'indépendance. Et à cette partie du territoire, elle loue à l'armée américaine. Donc, et depuis 1965, l'Angleterre touche de l'argent sur une partie de l'île qui s'appelle Diego Garcia que l'Amérique occupe. Une partie de l'île Maurice et continue de l'occuper depuis lors et ont chassé toute la population. C'est-à-dire que si vous aviez fait un voyage et que vous étiez en train de revenir, vous ne pourriez plus rentrer chez vous parce que l'île a été occupée par les Américains et les Anglais et l'occupation continue jusqu'ici. C'est pour ça que je dis que M. Guterres des Nations Unies, c'est un hypocrite. Parce qu'eux-mêmes, les Nations Unies, c'est de l'hypocrisie. Il est temps que les choses se lèvent. Je ne mens pas. Je défie
les ambassadeurs américains qui nous écoutent ou les universitaires américains qui nous écoutent, si je dis un seul gramme de mensonge, qu'ils viennent me contredire. L'Angleterre touche de l'argent depuis 1965, si je ne me trompe, sur une partie du territoire africain qu'elle loue à l'Amérique. Et sur ce territoire, l'Amérique a construit une base militaire qui n'est acceptée, où elle est omnipotente. Et Macron peut venir dire « Oh, on a violé ceci, on a violé cela ». Mais on trouve derrière tout cela le racisme. On trouve derrière tout cela le racisme. De même qu'on peut tuer des Palestiniens sans qu'ils s'en émeuvent, on peut tuer des Africains, tuer des Noirs, prendre terre, les chasser de leur terre, ils ne vont pas s'en émouvoir. Ce que je demande, c'est que les Africains ne se laissent pas avoir. Et on n'a pas besoin, quand on dit la vérité, d'être véhément. Il faut simplement constater la vérité. Et je vous dis, un test important pour savoir si quelqu'un dit la vérité, c'est pourquoi ne veut-il pas que vous voyez avant la date sur laquelle il s'accroche. Tout n'a pas commencé le 24 février. Et le président de la République française regrettera sans doute. Rappelez-vous ceci, l'ennemi de la France, ça a toujours été l'Allemagne. L'Allemagne a vaincu la France en 1870, l'Allemagne a écrasé la France en 1914, l'Allemagne a écrasé la France sous Hitler en 1940. Et rappelez-vous ce que la ministre de la Défense de l'Allemagne a dit récemment, qui a été repris il y a 2 jours par le chancelier, c'est que l'Allemagne a vocation à devenir la première puissance militaire d'Europe. Et moi, je serais français, je m'en inquiéterais. L'Allemagne a voté 100 milliards de dollars pour reconstituer son armée. Ce n'est pas contre la Russie que l'Allemagne va se battre. Et quand l'Allemagne dit qu'elle doit reconstituer la première armée d'Europe, ça veut dire qu'elle va se nucléariser. Et je ne suis pas sûr que c'est la meilleure proposition pour la France. Le président français est en train d'enfoncer son pays et j'espère que les historiens et les Français qui comprennent, qui savent de quoi il s'agit, vont le faire. Méfiez-vous les Français, l'Allemagne est en train de venir et ce n'est pas un hasard. Si la présidente de la Commission de l'Union européenne est une Américaine, une Allemande, qui est parmi les premiers va-t-en-guerre, qui pousse à la guerre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'orchestré. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand j'analyse avec les petites informations dont je dispose, je vois une Allemande qui a vraiment un discours fasciste, qui est en train de pousser. Je vois la ministre de la Défense allemande qui est en train de reconstituer l'armée allemande. N'oubliez pas que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. En 3 ans, il était capable de reconstituer l'armée qui a défait la France. Moi, je serais français aujourd'hui, j'aurais peur. Je demanderai au président français, mais qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne ne va pas se battre contre la Russie les écrasera tous. Mais si l'Allemagne devient la première puissance militaire, c'est ce qu'ils expriment, ça a été dit. Et nous suivons le monde dangereux. Et je vais vous rappeler aussi ce que le président Xi Jinping de la Chine a dit il y a 2 jours. Il a dit à son commandement militaire, préparez-vous à une guerre réelle. Nous vivons des moments extrêmement dangereux. Que tous ceux qui veulent la paix se lèvent. Quand le président Xi Jinping et les Chinois n'ont jamais agressé, ils ont eu une guerre en 1979 avec le Vietnam, mais le décollage économique de la Chine ces 30 dernières années s'est fait de façon pacifique. Et la Chine a vocation à continuer dans la paix. Les Américains, encore eux, sont allés provoquer à Taïwan. Ils n'ont rien à faire. L'OTAN est aujourd'hui l'outil de guerre dans le monde. Et l'OTAN, dans l'OTAN, ça veut dire traité de l'Atlantique Nord. Mais il veut se disperser partout. Ce n'est pas possible. Il y a un problème à Taïwan entre 2 familles chinoises. Laissez les familles chinoises s'entendre. Qu'est-ce que l'OTAN a à y faire? L'OTAN n'a rien à y faire. Moi, j'ai une conception de la paix dans le monde qui fait que chaque continent peut assurer sa paix. Moi, je serais d'accord pour que les Européens organisent leur défense. Ils ont des moyens. Ils n'ont pas besoin des États-Unis d'Amérique. S'ils ont peur de la Russie, ben ils disent que la Russie, c'est une petite puissance industrielle.
mais qu'ils s'organisent aussi bien par la population que par la richesse annoncée, ils dépassent la Russie. Pourquoi se cachent-ils sous les jupons de l'OTAN? L'OTAN, de mon point de vue, et si j'ai le temps, je pourrais développer, est le principal obstacle à la paix dans le monde aujourd'hui. Et ils ont provoqué à la guerre. Cessez de me parler du gouvernement ukrainien. Il n'y a pas de gouvernement ukrainien, tout le monde le sait. La guerre n'est pas menée par les Ukrainiens. La guerre est menée par des Américains et par des conseillers français, anglais, etc. C'est connu. Si vous voulez, je peux vous citer les noms. Donc, ne vous laissez pas avoir, c'est regrettable. Posez-vous la question. Et ceux qui n'ont jamais peut-être entendu parler de cette histoire des îles Chagos, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et cela depuis plus de 50 ans, 60 ans, le contrat de location que l'Angleterre a donné aux États-Unis a été renouvelé sous Obama après 50 ans. Donc, c'est vraiment de prendre des gens pour des idiots, ou bien parce qu'ils sont incapables de réfléchir. Ce sont des tueurs, et je me demande même de quel point de vue un Français pourrait venir parler à l'Afrique aujourd'hui. C'est parce que l'Union africaine et les organisations africaines ne parlent pas. Moi, je n'accepterai pas qu'on me parle après avoir agi comme ils ont agi en Libye. Est-ce qu'ils ont fait... Même le Parlement anglais a écrit un rapport là-dessus. Mais qu'est-ce que l'Union africaine a fait dessus? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait dessus sur le problème de la Libye? Et le président français qui a ordonné, qui a coordonné la destruction d'un pays comme la Libye et qui a occasionné tous les désastres que nous connaissons aujourd'hui, peut venir à la tribune des Nations Unies et parler comme ça. Et il n'y a pas d'Africains qui se lèvent. Et enfin, je vais m'arrêter sur la personnalité du secrétaire général de l'ONU. Monsieur Gutiérrez, je le dis, c'est un hypocrite, c'est un traître. Vous savez ce que le Portugal a fait en Afrique. Le Portugal est le pays qui est arrivé parmi les premiers et qui est parti en dernier. Je peux vous citer, j'ai lu toute la liste des déclarations des dirigeants portugais pendant la colonisation. J'ai les documents des plaintes du Mozambique, parce que j'ai les documents des plaintes de la Zambie, du Sénégal et de tous les pays en entour qui étaient autour des colonies portugaises. Les Portugais ont été les pires criminels. Et quand M. Gutiérrez a été nommé, moi j'ai fait un article de protestation. Et je suis surpris que les Africains acceptent qu'un Portugais soit secrétaire général de l'ONU. Et surtout, après la bourde qu'il a faite sur les mercenaires au Mali. C'est vraiment dégoûtant. Il faut que les dirigeants africains, à un moment donné, prennent leurs responsabilités. Un Portugais ne peut pas, pendant que les Africains, étant donné ce que le Portugal a fait en Afrique et les crimes qui ont été assumés, M. Gutiérrez était du Parti socialiste portugais. Donc, il sait ce qu'il fait. Et peut-être même qu'il a participé à ces crimes. Il faudrait fouiller dans son passé. Et les Africains sont là à applaudir parce que c'est l'ONU, parce que c'est l'ONU. C'est pas ça. Essayez de vous informer sur ceux qui vous veulent du bien. La Russie ne nous a jamais fait de mal. Rien que pour cela, nous devions être avec la Russie. Il est dommage qu'on en soit arrivé là. Poutine a été patient pendant 8 ans, mais à un moment donné, on dit ça suffit, ça suffit. Et maintenant, si vous voulez vous battre, Poutine est prêt à se battre et on verra qui va gagner. Merci, professeur François Ndegue, merci pour toutes vos analyses. Alors, Gamal Abina, je reviens vers vous à présent. J'aimerais en tant soit peu qu'on revienne dans ces déclarations même du président Poutine pour tenter de comprendre leur quintessence même à certains endroits. Le président Poutine, on le sait aussi d'une certaine façon, en annonçant cette mobilisation partielle, il a dit que l'objectif c'était s'opposer à la politique agressive de certaines élites occidentales qui tentent par tous les moyens de maintenir leur domination et pour ce faire donc de bloquer, d'éliminer tout centre de développement indépendant, souverain, de continuer à imposer leur volonté aux autres peuples. Mais le plus important, et là où je voudrais poser la question, Gamal, c'est qu'il a dit de tenter donc d'imposer leur volonté aux autres pays et aux autres peuples du monde et d'implanter leurs pseudo-valeurs. Alors selon vous, j'aimerais revenir sur ce thème-là. Lorsque le président Poutine, dans ce contexte bien sûr de guerre en Ukraine, utilise cette expression « imposer leurs pseudo-valeurs », selon vous, à quoi fait-il référence exactement? C'est très simple. Hein. Les valeurs en question sont les valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité, ce genre de plaisanteries qui sont destinées à endormir les populations. Moi, je ne suis pas un fan du principe démocratique. Je
Je considère que la démocratie est une arnaque dans la mesure où ce sont des bourgeois, l'aristocratie de la bourgeoisie, qui ont confisqué le pouvoir il y a très longtemps, après la Révolution, et qui ne le redonnent évidemment pas à la population. Vous n'aurez jamais un président qui sera élu dans un pays pseudo-démocratique issu des classes prolétaires. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas cette logique-là. Après, ils donnent des leçons de démocratie. Ils expliquent que la démocratie va de pair avec l'état de droit, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ils expliquent que la démocratie est le meilleur des systèmes ou le moins pire, selon certains, hein, comme Churchill. Mais c'est quand même la démocratie qui a pérennisé les massacres des populations en Afrique et en Asie. Donc la démocratie, elle a bon dos. Ou du moins, c'est une bonne méthode de cacher des crimes qu'ils n'ont pas envie de reconnaître. Les démocraties ont fait la guerre en Irak, ont fait la guerre en Libye, ont fait la guerre un peu partout. Donc c'est très particulier d'entendre parler de démocratie comme étant des valeurs en question qu'ils voudraient mettre en partage avec tout le monde. Parce que si on suit leur modèle démocratique, à ce moment-là, tout le monde fait la guerre à tout le monde. Non, en vérité, quand ils font ça, ils disent quoi? Ils disent que la Russie est une dictature. Bon, il y a des élections organisées, mais le résultat ne leur convient pas. Ils disent que la Russie n'a pas d'état de droit. Très bien. Mais en attendant, ceux qui n'ont pas respecté l'état de droit, et le droit, c'est l'OSCE, donc c'est l'Occident, par rapport aux accords de Minsk, qui étaient dûment signés par toutes les parties. Et ils expliquent que les Russes sont les méchants et que les gentils Ukrainiens, État le plus corrompu d'Europe, quasiment, seraient les gentils victimes. Alors évidemment, il y a des victimes, mais cette façon de vouloir exporter leur modèle démocratique qui serait l'absolu et l'alpha et l'oméga du bonheur des peuples, ça, c'est une plaisanterie. Puis j'ai envie de rappeler quand même qu'historiquement, la démocratie a quand même accouché de monstres. On s'en souvient très bien. Hein. On se souvient que Hitler, c'est par le système démocratique qu'il a été appelé au pouvoir le 30 janvier 1933. On se souvient que Franco, en 1936, quand il fait tomber la démocratie républicaine espagnole, fait tomber une démocratie qui est d'une barbarie sans nom et qui a gazé quelques années auparavant 200 000 civils rifins au Maroc. Donc cette démocratie a assassiné, en ne respectant pas le droit international, 200 000 civils. C'est cette fameuse démocratie espagnole qu'on doit pleurer qui a été écrasée par Franco. On se souvient que l'Italie de Mussolini a été portée au pouvoir. Il a été porté au pouvoir par la démocratie italienne. Et que récemment encore Berlusconi ou encore Sarkozy. Donc la démocratie est un système très particulier de trompe-l'œil qui donne le sentiment que le pouvoir, le peuple, la démocratie c'est le pouvoir au peuple, mais qui en vérité est juste une passation de pouvoir de bourgeois entre eux avec des élections et tout ce cirque démocratique pour donner le sentiment qu'on a un pouvoir. La vraie démocratie qui s'en rapproche le plus, c'est le système suisse, avec le système des votations, où on est capable d'écarter un responsable politique à telle enseigne que personne ne sait qui sont les présidents des régions en Suisse, donc ça en dit long. Mais effectivement, lorsqu'ils montrent du doigt la Russie, les Russes disent mais votre démocratie, qui soi-disant est égalitariste, qui garantit le bien-être du peuple et des peuples en général, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a colonisé, massacré, tué, humilié, réduit à l'état d'esclavage, fait le code noir, le code de l'indigénat qu'ils ont maintenu jusqu'au bout, des codes racistes, consacré le racisme d'État. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer à nous, les Russes, que nous serions moins humains, finalement, c'est l'humanité, que vous. Eh bien, en vérité, ces questions de démocratie et donc de valeurs humaines, ces fameux droits humains, on se souvient des 5 millions d'Arabes assassinés au Moyen-Orient par les bombes démocratiques américaines, alors qu'ils n'avaient même pas le mandat de l'ONU d'ailleurs, et même la première fois quand ils ont eu le mandat, ils ont été rasés l'Irak. 5 millions de personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui ont perdu la vie. Actuellement, la démocratie soutient une des pires dictatures effroyables de la planète, qui est l'Arabie Saoudite, et qui bombarde le Yémen depuis des années maintenant, 6 ans je crois. Et cette démocratie qui donne des armements considérables à un État voyou a conduit à la mort de 450 000 Yéménites. Voilà, le seul État républicain de la région du Golfe, qui était le Yémen, qui a été réunifié en 90, ça a été dit par Linda, effectivement, aujourd'hui, est devenu un État martyr parce que les démocrates ont décidé de donner les armes à une des plus effroyables dictatures de la Terre, qui est celle de l'Arabie Saoudite, dont le dirigeant, d'ailleurs, Ben Salman, a découpé en petits morceaux un journaliste qui est officier dans un journal démocratique américain, et pour autant, le droit de l'argent l'a emporté sur le droit de l'homme. Donc, je comprends les propos de Poutine qui disent qu'ils veulent nous exporter des modèles hypocrites, il faut les appeler tels quels, de démocratie qui ne garantissent pas le bien-être des peuples, c'est sûr, qui garantissent le bien-être du capitalisme, qui garantissent le bien-être des plus forts sur les plus faibles, donc de l'argent, mais en aucun cas qui garantissent la liberté, l'égalité ou la redistribution des richesses au niveau mondial. Quand les démocraties accouchent de monstres qu'on appelle oligarques occidentaux, qui ont des milliards, Elon Musk, Bill Gates et autres, des milliards sur leur compte, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger dans leur propre pays, il faut se poser la question du modèle, soi-disant, des droits de l'homme. Après, je ne suis pas
un poutinolâtre, je ne suis pas un adorateur de Poutine. Je considère que ce qu'il fait, il le fait en son âme et conscience et qu'il semble, de son point de vue, défendre son territoire. Je peux le comprendre puisque l'offensive de l'OTAN était quand même assez violente, mais il n'en demeure pas moins qu'adhérer à des principes démocratiques, droits de l'homiste, comme on dit, j'aime pas tellement le terme, mais c'est comme ça, les droits de l'homme, donc à partir de pays qui ont massacré les 3/4 de l'humanité, j'ai beaucoup de mal à gober. Et le jour où on parlera de démocratie, eh bien, c'est le jour où on aura réellement poursuivi les criminels de guerre qui ont bombardé Hiroshima, Nagasaki à la bombe atomique. C'est ce jour-là que j'entendrai parler de démocratie et que je croirai dans le système. Ce jour où on va punir les criminels qui ont assassiné 1,5 million de martyrs algériens et qui ont tué 5 millions d'Algériens entre l'entrée de la France en Algérie et la sortie, ce jour-là, quand ils vont poursuivre ces criminels et qu'ils vont demander pardon à genoux pour avoir assassiné ces peuples-là, ce jour-là, je parlerai de démocratie. Et le jour où on parlera de l'assassinat de Niobé et des Bamileke au Cameroun, à ce moment-là, on parlera de démocratie. Le jour où on parlera des 500 000 morts à Madagascar conduits par la France, on pourra parler de démocratie. 200 000 riffins au Maroc, on parlera de démocratie, alors que les criminels étaient Pétain, il faut s'en souvenir, évidemment l'Espagne et l'Angleterre. Voilà, c'est ça les démocrates. Donc moi, quand la démocratie me donne des leçons alors qu'elle massacre des gens par millions, je ne prends pas. Et puis pour finir, leur démocratie a exterminé des peuples entiers. Donc je comprends Poutine qui, pour le coup, n'a pas exterminé des peuples entiers. Il a été extrêmement violent sur la Tchétchénie, c'est vrai, mais il n'a pas la Russie, du moins pas Poutine, mais la Russie n'a pas sur les mains un bain de sang à une échelle absolument insupportable. Donc c'est cela qui fait réagir Poutine, c'est logique. Lorsqu'on entend M. Macron nous expliquer maintenant que même les vaccins russes et chinois ne marchent pas, franchement, ça fait rire. Et on a compris que Macron, qui a une sympathie pour Pfizer, fait un peu de publicité pour leur laboratoire. Encore une fois, tout ça n'est qu'une affaire d'argent et de domination mondiale qui, malheureusement, est bien entendu entre eux dans leur cercle d'argentier, mais qui n'est pas compris par les peuples européens qui s'imaginent vraiment que la France et le reste de l'Occident va défendre la démocratie en Ukraine, alors que Zelensky est un homme qui a été placé par un oligarque à la tête de l'État. Donc on peut discuter de la démocratie en Ukraine. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à redire. Merci beaucoup pour toutes ces explications et éclairages. Alors, Linda Labaoui, j'aimerais vous poser une question concernant cette phrase où le président Poutine a dit que dans sa politique anti-russe agressive, l'Occident est bien à dépasser toutes les limites. Mais avant, Linda, est-ce que vous pouvez, je souhaiterais que vous reveniez sur ces propos du président Emmanuel Macron qu'on a entendu tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous savez, il y a une chose qui est passée inaperçue. Il y a à peu près 4 semaines, un article est sorti dans le Washington Post. Et cet article explique qu'au mois d'avril, la Russie était prête à signer un cessez-le-feu. Et ils se sont arrêtés là. Ils ont eu une réponse par Russia Today, ce journal électronique. Et là, Russia Today explique que réellement, il y avait un cessez-le-feu prévu. On avait trouvé un compromis. C'était au moment où Macron, avec le chancelier allemand et puis Mario Draghi, ont allé voir Zelensky et après, ils sont partis voir Poutine, rejoints par le président roumain. Et le lendemain, on était tous surpris de voir que Boris Johnson avait débarqué. Et c'est Boris Johnson qui, à la demande des Américains, est intervenu auprès de Zelensky pour lui dire ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a rien du tout. Et Russia Today explique que le compromis était réellement trouvé. Il fallait juste se préparer les papiers, qu'il y ait des signatures officielles et que tout s'arrête. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ça sera jusqu'au dernier européen. Parce qu'il y a les discours qu'on entend comme ça, mais il y a les accords et les interventions dans les coulisses. Ce que Macron avait expliqué à Poutine, et Poutine est d'accord pour tout ça, il lui a dit on ne veut pas d'un deuxième plan Marshall. Et on sait très bien jusqu'où peuvent aller les choses. L'Europe ne pourra pas tenir avec un deuxième plan Marshall. Donc les Américains, ils cherchent une troisième guerre. Et l'Europe veut l'éviter. C'est pour ça que Macron, il reste dans sa démarche de négociation. Même si verbalement et ouvertement, il agresse un petit peu, ou même beaucoup, la Russie, mais dans les coulisses, c'est lui qui avait trouvé ce compromis. Et ce compromis, c'est les États-Unis avec les Anglais qui l'ont fait échouer.
Donc l'Europe ne veut pas, il le dit réellement, ils ne veulent pas rentrer en confrontation. Et on aura remarqué aussi qu'à chaque fois qu'un pays européen, surtout les Allemands, ils l'ont dit 3 fois, on ne peut plus aider l'Ukraine, on s'arrête. Et ben les bombardements sur l'usine nucléaire à Zaporijia reprenaient et on dirait que c'était fait exprès et qu'on bombardait pour pousser les Européens à les aider. Il n'y a qu'un seul président qui tient la route, il le dit dans les coulisses, il le dit ouvertement, c'est l'Hongrois, il le dit clairement, il l'a encore répété hier, et Macron veut arrêter. On sent au fond, et c'est le seul qui appelle Poutine, et Poutine lui répond. On sent qu'il a envie d'arrêter ça. La France est au bout des choses. On croit que la France n'est pas dans le problème de l'énergie, tout ça, mais c'est faux. La France a besoin de la Russie pour recycler son nucléaire. La France est arrivée à bout du stockage. On ne peut plus stocker le nucléaire utilisé. Donc, il y a que les Russes qui ont la technique pour recycler le nucléaire. La France aussi a besoin de la Russie pour les 15 ou 20% de gaz qu'il lui faut par la Russie. La France a besoin des marchés aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés là-bas et qu'il y a des investissements là-bas. Pour le moment, tout est en arrêt. Ils n'ont pas été réquisitionnés par les Russes, hein, tous les investissements français. Et je pense qu'il y a des choses qui se font dans les coulisses, d'autant plus que le premier article, c'est vrai que c'est un article du Washington Post, mais la réponse de Russia Today, c'est quand même la Russie et c'est un journal de l'État russe, c'est proche de l'État russe. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire dans les coulisses. Et par rapport aux valeurs, eh ben, il y a eu une très très belle intervention du représentant algérien aux Nations Unies, justement, qui explique que chaque pays a ses propres valeurs en fonction de sa religion, en fonction de l'ethnie, en fonction, il y a des valeurs universelles, mais après, propre à chaque pays quand même, certaines valeurs et certaines doctrines. On peut le retrouver sur YouTube facilement. Je voudrais donner une information, je me permets, j'avais promis de suivre le dossier, c'est concernant les Africains qui sont morts à la porte de Milia. Donc c'est pareil, c'est le représentant algérien aux Nations Unies qui appuie le dossier et ça a été loin aux Nations Unies par rapport à ce dossier. Ils sont arrivés quand même au niveau européen à nommer une délégation pour qu'elle aille enquêter au Maroc là où ça s'est passé. Et pour le moment, les Marocains n'acceptent pas cette délégation, ils ferment la porte. Donc, je voulais donner suite à ce dossier qui était très important, où encore du sang africain a été versé. Voilà, merci. Pour ces informations et vos explications. Alors, on va poursuivre dans cette édition avant. Je vous propose, avec le concours, bien sûr, de la réalisation, d'écouter également cet extrait de la déclaration Elina Labaoui. Vous reveniez justement sur ces propos tout à l'heure, les propos de Joe Biden, le président américain, sur un court extrait donc de sa déclaration à la tribune des Nations Unies. Et puis on revient. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should make your blood run cold. Voilà, on vient d'écouter donc cet extrait, c'est ce court extrait du président
américain Joe Biden à la tribune des Nations Unies. Alors, Gamal Abina, on a pu l'écouter, le président Joe Biden, justement, revenir également sur certains propos. Il a dit le président Poutine a proféré des menaces nucléaires notamment. Alors, vous pensez justement que, comme l'a dit Linda Labawi tout à l'heure, est-ce que ce discours, finalement, cette allocution du président Poutine a quelque peu influencé aujourd'hui l'ordre mondial, ou alors le cours des choses, le cours des événements, notamment les débats généraux qui ont eu lieu depuis quelques jours aux Nations Unies? Vous savez, les Nations Unies, c'est une sorte de grande foire comme ça d'expression pour que chacun y aille de son beau discours. Biden est à la manœuvre, on l'a compris, hein, c'est lui qui a décidé de débloquer des budgets quasiment illimités en faveur de la poursuite de la guerre. On donne des leçons effectivement d'humanisme. Une des premières leçons d'humanisme qu'on devrait avoir, c'est la préservation de la vie. Ça, manifestement, lorsque ces gens qui tiennent leurs grandes industries militaires et qui font du business utilisent des armes pour aller faire tuer des gens à des milliers de kilomètres de chez eux, dans le but que Lockheed Martin ou d'autres grandes firmes américaines d'industrie militaire puissent s'en mettre plein les poches, eh bien, ces gens-là ne parlent pas d'humanité ni même de droit de l'homme. Ils parlent de droit du privé, du secteur privé industriel, ce qu'on appelle le complexe militaire industriel. Donc, il a beau jeu, M. Biden, qui est un en guerre depuis le premier jour. Je rappelle qu'il a quand même attaqué pas mal le pays ces derniers temps. On les a oubliés, les bombardements en Syrie ou en Irak, en Afghanistan. Donc, M. Biden nous sert sa sérénade habituelle pour endormir sa population, parce qu'il ne faut pas dire au peuple qu'on fait la guerre pour faire des affaires du business. Il préfère parler de droits de l'homme, il préfère parler de droit international, il préfère parler d'une agression de l'autre côté. Effectivement, il y a bien une guerre. Les Russes ont bien attaqué l'Ukraine, ça ne va pas discuter là-dessus, pour des raisons qui ont été expliquées, à savoir le non-respect d'accords qui avaient été antérieurement signés. Et donc aujourd'hui, on arrive à une sorte de plaisanterie où l'ONU est une sorte de grand messe comme ça, des gens qui ont fait leur numéro. J'en veux pour preuve, par exemple, le discours de M. Macron, où les 3/4 de la salle étaient vides. Les gens ne savent pas que le contre-champ montrait une salle vide, parce que ça n'intéresse personne, ces blabla. La seule chose qui est intéressante dans l'histoire, c'est est-ce que oui ou non, il y aura, comme ça a été à une époque le cas, des hommes de bonne volonté, comme le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar, qui avait obtenu la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est cela qu'on aimerait entendre. C'est qu'un homme de bonne volonté, un secrétaire général, puisse jouer le go-between, comme on dit chez les Américains, entre les deux parties pour resserrer les rangs et empêcher la guerre. Alors effectivement, il va y avoir une accélération de l'histoire dans les semaines à venir parce que on a de la chance, il fait encore relativement doux en Europe, mais le froid va s'installer. Et il se trouve que les Européens qui ont été très arrogants ne pourront pas remplacer ces 30% d'énergie considérable que fournissait la Russie au reste de l'Europe. Et parce qu'ils ne pourront pas l'obtenir, il y a des négociations qui sont en train de se mener en sous-bassement, en sous-main, entre les États fédérés d'Allemagne, donc l'Allemagne, et la Russie. Et effectivement, même le plus extrême, Viktor Orban, pour lequel j'ai aucune sympathie, a compris que son pays allait être mis en difficulté si l'énergie n'arrivait pas. Donc Orban, l'homme d'extrême droite, s'est mis d'accord avec Poutine, un ex-agent de l'extrême gauche. C'est vous dire à quel point le monde change. Mais effectivement, ces discours-là témoignent d'une chose. Si on doit avoir à retenir quelque chose en sous-jacent le discours de Biden, c'est qu'il y a aujourd'hui, et c'est une chose importante à relever, une peur panique de perte de prestige et de puissance industrielle, militaire et politique de l'Occident par rapport au reste du monde. Parce que le pari qu'avaient fait les Américains, en poussant leur avantage contre les Russes, en développant de plus en plus des forces offensives depuis 2007 de l'OTAN, en plaçant des missiles en Europe en faisant croire que c'était contre l'Iran, eh bien le pari qu'avaient fait les Américains, c'est de dire qu'on va bousculer l'ex-URSS pour qu'à nouveau elle s'atomise dans son propre sein. N'oublions jamais que la Russie est une fédération d'États, dans le Nord, essentiellement des États qui ont été plutôt dans le Nord, on dirait européens, blancs, de type évidemment slave et surtout de religion traditionnellement orthodoxe. Dans le sud, plutôt des États colorés, plutôt basanés ou asiatiques, de religion pour certains musulmanes majoritairement. Et ces États fédérés ont toujours bien fonctionné, mais l'objectif des Américains, c'est de faire éclater la Fédération de Russie. On se souvient de ce qui se passe avec la Tchétchénie et l'Ingouchie, ça commence à arriver. On se souvient de ce qui se passait avec le Kazakhstan, aux frontières du Kazakhstan. Donc il y a eu des interventions russes au Kazakhstan, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a 50% de la population kazakh et russe. Et donc ils ont essayé de déstabiliser la Russie, ça n'a pas marché. L'échec est total parce qu'ils s'attendaient à ce que les pays qui leur emboîtaient le poil, qui étaient plutôt des suiveurs comme l'Inde par exemple, comme le Pakistan, comme l'Arabie occupée par les Saouds, suivent le diktat américain. Ça n'a pas marché, le choc est violent parce que l'Occident pensait
qu'il réussirait à influencer l'Afrique, par exemple, qui n'a pas suivi. L'Afrique s'est au mieux abstenue, au pire condamné l'agression enfin la volonté d'hégémonie des Occidentaux en Russie. Et donc maintenant, les cartes sont rebattues, le monde se redessine, et les discours de l'ONU sont juste des discours qui témoignent d'une chose, c'est l'impuissance généralisée. J'en veux pour preuve le discours de Macron que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, et dans lequel il y a quand même des choses importantes qu'il fallait retenir. Déjà, il y a une guerre économique. Ils ont dit que les vaccins ne marchaient pas du côté chino, les vaccins Sputnik et puis Sinopharm, prétendument, ne marchent pas. Donc ça, c'est déjà une question économique qui était quand même mal placée dans son discours. Mais surtout de dire, attention, il y a un nouvel impérialisme, une nouvelle colonisation, des nouveaux empires qui veulent se constituer sur le dos de quels empires? De ceux de l'Occident. En prétendant qu'il n'y a plus d'hégémonie occidentale et qu'il n'y a plus de néocolonialisme, mais que les Russes seraient les nouveaux colons. Et que ce qui choque Macron, c'est de dire, certains, donc l'Afrique en substance et l'Asie et l'Amérique du Sud, écoutent le discours de Poutine et préfèrent le suivre plutôt que de nous suivre, nous les gentils. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde. Il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Il y a d'un côté des hommes qui ont profité longtemps de la misère des pays du Sud en les méprisant et en les racisant, en les réduisant à des sous-hommes. C'est ça la réalité. Et de l'autre côté, de nouvelles puissances émergentes qui viennent de ce Sud. Je parle de la Chine, je parle de la Russie qui était considérée comme des esclaves et qui ont décidé de faire entendre leur voix en prêtant alliance, en tendant la main littéralement aux pays qui ont toujours subi les massacres et le colonialisme. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que le Brésil rallie le camp de la Russie, ils ne s'attendaient pas à ce que l'Inde rallie le camp de la Russie, ils ne s'attendaient pas encore moins à ce que l'Arabie le fasse, ou les Émirats, ou le Qatar, et ils s'attendaient à ce que l'Algérie peut-être commence à changer de position. Le pari a été lancé, c'est un pari risqué, il est complètement, l'échec est total, 80% de la population mondiale, je parle en termes de population, ne suit pas l'Occident et l'extrême Occident sur les États-Unis. Ils ne sont pas décidés à le suivre. Et bien au contraire, ils ont dit non, non, vos histoires ne nous intéressent pas, nous ne rentrerons pas dans ce piège-là, et de toute façon, les Russes ne sont pas nos ennemis. C'est ça qui était dit. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des tentatives d'intimidation, comme récemment, il y a un sénateur, je crois, député américain d'origine cubaine, ça ne s'invente pas, ce n'est pas une surprise, donc un réfugié cubain qui a voulu faire une action contre l'Algérie pour les sanctionner parce qu'ils achètent des armes aux Russes, à hauteur de 7 ou 8 milliards par an. Eh bien, cette action n'ira pas bien loin, bien évidemment, mais il y a quand même une tentative de se venger. Ça ne marche pas, effectivement. Aujourd'hui, comment voulez-vous que les États-Unis, toutes seules, avec leur Occident, avec ce qui reste de l'Occident en substance, puissent attaquer tout le reste du monde? Ça n'est plus possible. Les rapports de force ont changé et ces discours à l'ONU témoignent en vérité d'une impuissance réelle, une impuissance évidente, c'est ce que Macron a démontré, de convaincre le reste du monde qu'ils sont le camp du bien contre le camp du mal. Le côté binaire, le côté manichéen ne fonctionne plus. Il y a le camp des intérêts bien compris occidentaux contre le camp d'autres intérêts qui ne sont peut-être pas les mêmes et qui sont des intérêts orientaux. La Russie faisant partie de l'Orient, de l'Occident. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, on va retourner vers vous, Linda Larbaoui. On va tenter de comprendre avec vous cette dernière phrase du discours, de cette allocution du président Poutine. Il a dit, je cite, « Il est dans notre tradition historique, dans le destin de notre peuple, d'arrêter ceux qui aspirent à la domination du monde, qui menacent de démembrer et d'asservir notre patrie. Notre mère patrie, nous allons le faire maintenant et nous le ferons. » Alors, cette dernière phrase d'Ina Labaoui, est-ce que ça sonne comme une mise en garde de l'Occident, non seulement par rapport à la Russie, mais également pour le reste du monde entier? Est-ce qu'on peut le comprendre ainsi? On peut le comprendre comme ça, mais quand il parle de la patrie, il parle également de l'Empire russe. Et la première agression, je vais vous étonner, parce que je connais bien l'histoire de la Russie, je l'ai étudiée de très près. Elle m'intéresse. La première fois que les Russes se sont retrouvés agressés, c'était en 1053, quand l'orthodoxie a refusé ce qu'on appelle le Vatican aujourd'hui. Ils ont refusé de s'allier à tout ça. Et à partir de ce moment-là, ils sont restés fidèles à leur orthodoxie qui est reliée, c'est bizarre, mais c'est relié à la Syrie. Donc, il y a un fait historique déjà entre la Syrie et entre la Russie orthodoxe. Et je vais abréger les choses pour arriver à 1917. 1917, c'est une année très, très importante. Dans la géopolitique, il n'y a pas de hasard. Il y a des faits qui sont là. Il y a des faits très importants qui ont eu lieu en 1917. C'était la fin de l'Empire austro-hongrois, la fin de l'Empire germanique
et la fin de l'Empire russe, la fin de l'Empire ottoman. Il y a eu Beko, la révolution russe du mois de mars qui a fait où le tsar a abdiqué. Après, au mois d'octobre, on a décidé de l'éliminer avec toute sa famille. Il y a eu la promesse aussi de Belfort pour créer l'État d'Israël. Et ça, c'est important. On va revenir un petit peu à ce que M. Lavrov a dit quand il a parlé de Hitler. Il a dit qu'il a du sang juif. Et puis, quand Maria Zakharova, quelques jours après, elle a dit, je vais peut-être vous étonner, mais c'est l'armée israélienne qui entraînait les nazis. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, hier, par exemple, toute l'équipe ukrainienne qui était en train de se battre a été tuée parce qu'ils se battent jusqu'à la mort, sauf un qui a demandé à se rendre, et c'était un agent du Mossad, c'était un Israélien, donc il a été emprisonné hier. Et il y a une implication dans tout ça. Et je ne sais pas comment je peux vous expliquer la chose, mais quand on voit qu'en Israël, quand l'Israël a été créé, ça a été créé par qui? Par les Russes et par des Ukrainiens, surtout des Ukrainiens. Les gens de ma génération se souviennent de Golda Meir. Golda Meir est ukrainienne. Moshe Dayan était de mère ukrainienne. Non, il était ukrainien. Il était ukrainien. C'est Sharon qui était d'une mère ukrainienne et d'un père de la Bélarussie. Donc, il y a un lien très proche entre ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Israël. Et la chute de l'empire, pas soviétique, la chute de l'empire russe a été provoquée un petit peu par ce qu'on appelle les juifs khazars. On aura remarqué aussi que Poutine a fait une chose et personne, la presse d'habitude s'acharne, et cette fois-ci, ils n'en ont pas parlé, c'était voulu. Il a fermé l'agence israélite, par exemple, à Moscou. Et puis, il a empêché tous les juifs russes de sortir du territoire. On leur a retiré leur passeport. Et là, c'est bizarre, personne ne traite Poutine d'antisémite, personne ne l'attaque, et puis ça passe inaperçu. Et puis la presse n'en parle pas, alors que d'habitude, c'est tout le contraire. Dès qu'on attaque un juif, tout le monde s'acharne. C'est une communauté qui est là et qui a fait beaucoup de mal, mais qui est alliée aussi aux États-Unis. On les retrouve aux États-Unis. Monsieur Gamal, tout à l'heure, a parlé d'un Cubain. Ce Cubain, il fait partie de l'AIPAC. Donc, il y a des Algériens patriotes qui se sont intéressés à lui. Ils ont sorti tout son dossier. Donc, sur Internet, on peut trouver plein de choses, plein de photos. Ce mec-là est très, très proche de l'AIPAC. Il fait partie de l'AIPAC. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve encore Israël. Il faut savoir, je vais revenir un peu à la Crimée en 2014. Qu'est-ce qui se passait en Crimée? En Crimée, on était en train de martyriser les gens. Et les habitants commençaient à vider la presqu'île. Ils commençaient à partir. Il y avait tout un programme justement pour... Et le dossier est sorti cette semaine. Les Russes l'ont sorti, ils en ont parlé. Donc, ils ont commencé à vider la Crimée pour mettre d'autres personnes à la place. Et Poutine est venu, il a balayé tout le monde, et puis il a associé la Crimée à la Russie, et en 2014, l'Occident n'était pas prêt pour rentrer en guerre comme il le fait aujourd'hui. Ils avaient encore besoin de la Russie, et ils avaient besoin de calmer un peu les choses. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que depuis, la Russie s'est préparée à tout ça, mais les Occidentaux aussi. Et aujourd'hui, que veut Poutine? Je viens de parler de la Crimée. Le jour où il a parlé de la Crimée, il a dit une phrase qui était très, très importante. Il a dit qu'il faut sécuriser tout le territoire de Zaporijia, tout ça, de Donetsk, Lugansk. Il a dit, mais il faut aussi ne pas laisser la Crimée toute seule, parce que pour le moment, la Crimée est comme un sac qui n'a pas de poignée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vient, il met une poignée et il récupère la Crimée. Et tout le combat, et le principal combat actuellement, c'est de sécuriser la Crimée, et là où il y a des populations 100% russes. Parce que pareil, quand on revient au discours de M. Poutine,
le 25 février, il dit clairement que le jour où Lénine a décidé d'annexer des territoires, et jusqu'à Staline, on a annexé des territoires, on les a annexés avec une population. Donc on donne des territoires avec des gens qui sont dessus. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, Poutine est en train de rétablir l'histoire. Parce que quand il parle de Lénine, il dit que c'était une erreur. Pourquoi Poutine s'attaquerait à un soviétique, à celui qui a fondé l'Empire soviétique, alors que Poutine lui-même est un nostalgique pour cette période-là. Il y a des raisons, et les raisons, je vais aller même plus loin, quand Daria Dugin a été tuée, malheureusement, justement, on en sait beaucoup plus aujourd'hui, c'est lié à toute cette histoire des Juifs khazars qui ont créé l'État d'Israël, et revenant toujours en 1917, c'est des faits très importants. Nous vivons aujourd'hui les erreurs de cette histoire-là, où les États-Unis sont rentrés en jeu avec leur dollar, qui n'est que du papier aujourd'hui. Ils dominent le monde, mais ils le dominent avec des partenaires. On retrouve sur les réseaux sociaux, et je remercie les gens qui ont fait des petits découpages, où Biden dit clairement, on n'est pas obligé d'être juif pour être sioniste. Déjà, ces paroles-là, nous soutenons, il était 20 ans plus jeune, hein, déjà, il tenait ce discours. Donc tout ça est lié, rien n'est fait par hasard, et l'intervention du Mossad à l'intérieur de la Russie et à l'intérieur aussi du territoire ukrainien n'est pas par hasard. Il y a une sale histoire qui se trimballe, mais où tout le monde va payer. Nous allons tous payer quelque chose, et je répète, s'il n'y a pas des gens sages qui nous arrêtent tout ça, ça va être jusqu'au dernier Européen, et en Afrique, on sera touché aussi, parce que cette mondialisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que chaque pays a besoin de l'autre, et les États-Unis ont piégé tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui n'a pas développé son agriculture, qui n'a pas développé pas mal de structures, se retrouve otage dans cette histoire. Et Poutine, il le dit clairement, contrairement à ce que le monteur de Biden nous raconte, il dit les engrais, on les donnera, c'est gratuit pour les pays pauvres. Donc, il y a déjà cette aide, et Poutine est très conscient. Il ne faut pas oublier qu'il a fait la meilleure école de l'espionnage et la meilleure école du contre-espionnage, et c'est un mec qui a quand même géré ce qui était les services de sécurité, le service le plus important en Russie. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme pragmatique. Il est très sage et il est pragmatique, cet homme-là. Sinon, la guerre, elle serait déjà là, une guerre dévastatrice serait déjà là. Mais comme il est pragmatique et sage, il calme le jeu, et il est très très bien entouré pour que ça ne déborde pas, et il se défend avec ce qu'il peut, contrairement aux États-Unis qui veulent continuer à dominer, à piller, à faire régner l'injustice tout simplement sous le nom de la démocratie. Et M. Gamal tout à l'heure nous a fait un beau discours là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'injustice, si l'injustice a régné aujourd'hui, et la corruption de tout ce qui est agent des Nations Unies, c'est eux. On est pratiquement arrivé au terme de l'émission. Néanmoins, exceptionnellement, on va prendre un appel ou deux dans le cadre de cette édition spéciale de Géopolitique internationale. On va prendre Peter qui nous appelle de l'Écosse. Bonsoir à vous, cher Peter, bienvenue. Allô? Allô? Allô, bonsoir Peter, bienvenue, vous êtes en direct. Allô? Allô? Bonsoir Peter, allez-y, vous êtes en direct. Allez-y, on vous écoute. Non. Allô? On dit versatile. Monsieur Peter, on vous entend, allez-y. Alors?
Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en direct, on vous entend. Allez-y. Ok, donc je disais que M. Macron est dans une forme d'abus de puissance. Et il ne sait pas comment on peut gérer la situation actuellement. Donc, il est obligé de faire un discours colonial. Monsieur Peter, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre téléviseur et surtout n'essayez pas de vous réécouter. Vous êtes un habitué des plateaux, des directs, donc baissez le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. Allô? La France est dans un abus de puissance et aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas le choix que de dire de propagande. Mais les Africains, ils ont très compris. Et si vous avez écouté le discours du président de Burundi, qui était 13 pages, on comprend très bien ce qu'il était en train de demander au niveau de l'ONU. L'ONU, c'est une organisation de mafieux qui doit être complètement dissoute. Et je crois que volontairement, les États-Unis sont en train de créer, sans le savoir, ce nouveau ordre mondial qui va arriver bientôt. Parce qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Ça, il faut qu'on écarte ça de l'esprit. Mais M. Poutine a quelque chose, comme on appelle une carte en main, qui va faire taire l'Europe dans très, très peu de temps. Qui arrive actuellement serait très fatal. On va entrer dans un tournant décisif où l'Europe et les États-Unis vont discuter avec la Russie sur le sort de l'Ukraine. Je m'arrête ici. Thank you very much, Afrique Media. See you soon. Bye. Remercions M. Peter, merci beaucoup pour votre appel et votre participation pratiquement au terme de l'émission. Je vais vous redonner la parole à Gamal Abina Lina Labaoui pour un mot de fin pour conclure, pour sortir de cette édition spéciale de géopolitique internationale. Je commence avec vous, Gamal Abina. Alors j'ai une question pour vous, Gamal Abina. Après avoir écouté notamment le discours de l'allocution du président Poutine, les différents discours qu'on a notamment écoutés depuis le début à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, dans l'actuelle confrontation, on a l'impression sans précédent entre l'Occident collectif et la Russie. On voit bien aujourd'hui que Washington cherche d'une certaine façon à utiliser tous les méthodes et les moyens disponibles pour donc infliger un maximum de dommages à Moscou. Selon vous, est-ce que l'ONU fait partie de ces moyens-là ou de ces méthodes qu'utilisent aujourd'hui les États-Unis? Non, l'ONU n'en fait pas partie. C'est un moyen de faire entendre sa voix, mais en aucun cas un moyen de pression, pour deux raisons. Parce que d'abord, les États-Unis ont un passif assez lourd avec l'ONU. En 2003, ils n'ont pas respecté l'ONU. Ils sont partis en guerre contre l'Irak sans le moindre mandat. Donc, ils n'ont pas respecté le droit international, puisque c'est là-dessus qu'ils s'appuient tout le temps pour se vanter de la démocratie. Et la deuxième raison, c'est qu'en dehors du côté caisse de résonance, pour faire entendre sa voix, pour que le monde entier comprenne la position, l'ONU n'a absolument aucun moyen de pression. C'est juste une... Ils peuvent sanctionner, bon, ils peuvent boycotter, à la limite, et encore, ce n'est pas suivi des faits. Et surtout pas face à un membre permanent, puisqu'il faut se rappeler que la Russie fait partie de 5 membres permanents qui ont un droit de veto. Le droit de veto a été discuté par les Chinois, par les Américains, qui voulaient retirer ce droit de veto. Les Chinois s'y sont opposés en expliquant que 3 sur 5 membres permanents sont occidentaux. Angleterre, France, États-Unis. Et que les 2 qui restent, c'est le monde du Sud. En gros, c'est la Russie et la Chine. Et donc, en termes de représentativité aujourd'hui, la quantité de population représentée par ces 2 pays est 1,5 milliard de personnes contre moins de 600 millions de personnes côté occidental. Donc, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre patent et qu'au-delà même de ces membres permanents, les 15 membres du Conseil de sécurité, c'est pareil, n'ont pas un pouvoir énorme, mais utiliser ces instances qui ont un pouvoir déséquilibré, qui ne représentent pas l'Afrique ou très peu, qui représentent très peu l'Amérique du Sud et l'Asie, démontre que l'ONU n'est devenue en réalité qu'une sorte de grande foire comme ça internationale dans laquelle on va s'exprimer. Et le problème, c'est que l'ONU en plus est basée à New York. Donc, ce n'est pas neutre. Celui qui est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale bénéficie de cette assise. Donc, c'est vrai ils font feu de tout bois, mais l'ONU, ils n'en tiennent même pas compte. C'est juste pour se mettre en scène, c'est des discours, c'est une posture un petit peu de représentation, mais en aucun cas de moyens de pression efficients. Ensuite, il faut bien se rendre compte que l'Occident fait des sanctions à la Russie, mais que dans l'Occident, il y a l'Europe et que l'Europe a très peu d'intérêt à ce que ces sanctions aillent jusqu'à leur terme. Preuve en est, ils voulaient couper le gaz au mois d'août, ils ne l'ont pas fait. Les Russes ont réduit le débit et les Européens ont parlé immédiatement, non pas d'un respect de ce boycott, mais ils ont parlé d'un moyen de pression des Russes contre l'Europe. Il faudrait s'entendre. On coupe le gaz, on ne le coupe pas. Si vous le coupez,
si l'Europe coupe le gaz, c'est une sanction. Si la Russie réduit le débit, ça devient un moyen de chantage. Donc il y a un côté un peu ridicule et pathétique là-dedans. Et puis, dernier point essentiel, les États-Unis sont la dernière signature à qui on peut faire confiance. Lorsque les accords par rapport à l'Iran sur le nucléaire ont été signés, les 5+1, les Allemands en plus, eh bien, les États-Unis n'ont pas respecté cet accord. Ils sont revenus sur leur décision par Trump, qu'il a fait d'autorité et qui n'a pas respecté la signature d'un État. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un changement de direction politique pour que la signature internationale américaine ne vaille plus rien. Donc c'est vrai que l'ONU, c'est bien beau, mais dans les faits, c'est surtout une façon de se mettre en scène. Chacun y va de son discours. On se souvient de grandes sorties. À l'époque, il y a Yasser Arafat, Boumedienne, de Khrouchtchev, évidemment de Kennedy. On se souvient de Villepin qui a parlé de la vieille Europe, qui représentait quelque chose. C'est bien, c'est beau, ça reste dans les pages de l'histoire, mais dans les faits, l'ONU, en dehors de la seule vraie victoire de l'ONU, à savoir la fin de la guerre en Irak, l'ONU n'a pas donné grand-chose, ne donnera jamais grand-chose, si ce n'est peut-être prendre fait et cause pour le plus fort que sont les États-Unis et qui ont un poids prépondérant et trop prépondérant sur l'ONU. Merci beaucoup pour toutes vos explications, surtout pour vos analyses et vos échanges tout au long de cette édition spéciale de Géopolitique internationale. Je suis heureuse de vous avoir eu en direct. Linda Larbaoui, très rapidement, un mot de fin pour sortir de l'émission. Dans 30 secondes, on va refermer. On va mettre la clé sous le paillasson. Dans le discours de Biden, on l'entend dire qu'on va voir par rapport à un siège permanent pour les Africains. Ce n'est qu'un mensonge, c'est pour soudoyer les Africains, pour qu'on se mette contre la Russie. Je ne dirais pas Poutine, mais je dirais la Russie. Et ça ne marche pas. Il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est que Kissinger, qui est l'instigateur de toute cette politique américaine, avait dit, et il l'a redit encore plus d'une fois, il est dangereux d'être l'ennemi des Américains, mais il est encore plus dangereux d'être leur ami. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les Russes se battent pour leur liberté, mais ça nous donnera, cette nouvelle hégémonie russe-chinoise nous donnera un peu plus de répit et on va nous laisser un peu tranquilles parce qu'il y aura d'autres forces qui seront là et les peuples prendront leur liberté aussi, tous les peuples africains, je l'espère, néanmoins je l'espère vraiment. Oui, merci pour tous vos éclairages et merci surtout d'avoir participé à cette édition avec nous, de nous avoir davantage édifiés sur cette thématique justement importante de l'actualité géopolitique. Merci à toute l'équipe technique de ce soir. Merci surtout à vos fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez scotchés, nos programmes se poursuivent. Au revoir.